j'entends M. Macron qui dit on va se servir de l'épargne des Français pour financer la guerre en Ukraine et tout, moi j'avoue que ça me fait super peur. Donc je me dis, si j'ai rien sur mon compte, on peut rien prendre. Enfin, moi je me dis demain je gagnerai un SMIC, etc. J'aurais vraiment du mal à joindre les deux bouts et je verrais des gars comme ça se pavaner, mais je serais déjà en train de foutre le feu à la France. D'un commerçant qui m'appelle en me disant bon bah on vient de me résilier le plus gros contrat que j'ai, donc je peux plus vous payer, je vous rends les clés. Ça soit comme ça. Et moi il faut savoir un truc, c'est que je gagne assez bien ma vie, mais à la fin du mois je suis à zéro. J'ai jamais un copec de côté. L'accident de richesse que t'as eu avec la crypto, tu sais pas le refaire. Alors qu'en fait planter une graine, attendre qu'elle pousse et puis cueillir les fruits, ça tu sais le faire. Mais moi il est hors de question qu'avec mes impôts, du travail que je fournis tous les jours, je paye les godasses de Valérie Hidalgo. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut retomber sur terre. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. J'ai la chance d'être avec deux amis avec moi aujourd'hui. Charles Lature, merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'inviter dans le studio de la Foncière. Et Antoine, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Super, trop cool. Donc l'idée, les amis, de ce premier épisode de podcast, c'est de pouvoir en faire plusieurs. On a la chance tous les trois d'être dans la même ville, de pratiquer la même matière, de bien s'entendre. On est tous les trois jeunes papas. Donc on a un peu les mêmes galères du quotidien, des galères qui se ressemblent, mais surtout on est tous les trois fans d'investissement immobilier au sens large et sous toutes ses formes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, à partager à des amis autour de vous. Ça nous aide pour le référencement et à faire grandir le podcast le plus possible. Premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous les gars, qui est un sujet d'actualité. Moi je vous avoue que tous les matins, j'arrive à peu près au bureau entre 6h et 6h30. J'ai mon premier patient à 6h30 et je me regarde un peu ce qui est sorti sur... est-ce qu'on a changé de Premier ministre? Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui sont passées? Et en ce moment, on peut dire que l'actualité, elle est riche. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez que la France, elle a besoin d'argent, beaucoup d'argent, et qu'on cherche à réduire un peu nos dépenses, à augmenter nos bénéfices. On a eu le discours du Premier ministre là dernièrement qui disait qu'il allait augmenter les impôts. On a parlé d'augmenter la fameuse flat tax, la contribution sur les dividendes, quand on se verse des dividendes. Il a parlé à une époque du statut de bailleur privé avec des avantages sur la déduction des charges, tout ça. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? Est-ce que c'est de bon augure pour les investisseurs immobiliers ou au contraire qu'il faut penser à partir ailleurs? Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense déjà que la France, quand même, faire de l'immobilier en France, c'était quand même un luxe, notamment grâce au financement bancaire, qui est pour moi une exception. Enfin, quand on compare avec les autres modèles européens, on est quand même très très bien lotis. Carrément. Après, c'est vrai que l'actualité en ce moment, elle est compliquée. Elle est compliquée à plusieurs égards. En fait, moi, je le vois déjà aujourd'hui sur le nombre de biens qui nous vient sur le marché. Je pense que tu as pas mal de gens qui sont attentistes et qui se disent je vais pas vendre mon appart ou mon immeuble parce que du coup, j'attends de voir fiscalement à quelle sauce je vais me faire manger, ou est-ce que l'instabilité politique va prendre le dessus, c'est de la pierre, ça va être, on va dire, un actif que je peux garder pour mes vieux jours. Donc déjà, de ce point de vue-là, moi, je trouve que les T2, par exemple, nous, on fait de l'accompagnement, et sur les T2, par exemple, depuis quelques mois, il y a plus rien, quoi. On n'a plus rien, et tu vois, on en parle, je sais pas toi, tu me diras ce que tu en penses, mais on en parle avec pas mal d'agents IMO, et ils ont rien non plus, quoi. Les gens vendent plus, tu veux dire? Des petits lots de copro. Ouais, des petits lots de copro, ouais. Et même les immeubles de rapport, enfin, toi, je sais pas comment tu vois les choses, mais même les immeubles de rapport, je trouve, tu vois, c'est... plus calme qu'avant. Ouais. Où il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour entre guillemets, essayer de forcer, entre guillemets, la décision pour que le vendeur souhaite finalement vendre son bien, quoi. Donc ça, déjà, je trouve qu'il y a ce point de vue-là qui... la donc stabilité, ça ralentit le marché, t'as l'impression? Ouais, je trouve. Ça, et après, le gros point que je vois aussi aujourd'hui, c'est, je pense, le pouvoir d'achat des gens. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'État vit de manière un peu trop gras, on va dire, et qu'ils n'ont pas forcément envie d'enlever leur... sans faire de la démagogie pure, mais voilà, les voitures de fonction et tout ça, tout le monde aime bien avoir sa petite voiture quand même. Le personnel. C'est ça. Et c'est plus facile en fait de taxer, on va dire. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu, je trouve, une sorte de chasse aux sorcières à taxer les riches. Le riche... c'est vraiment le démon, quoi, tu vois. Alors que le gars, il a travaillé toute sa vie. Enfin, je pense qu'il a peut-être rien volé. Et là, je m'entendais encore ce matin. En plus, on parlait de taxer maintenant, plus encore l'héritage, etc. Enfin, ouais, ça va. Enfin, on sait pas où ça va s'arrêter. Ouais, on se dit qu'il y a un truc qui va pas. Et en vrai, je me dis, là, il parlait du coup, de taxation, je crois, 14 milliards en plus. Notamment, tu vois, ce que disait la taxe, etc. Et ça, en fait, c'est quand même, je pense, une menace. Et moi, je le vois aussi, tu vois, aujourd'hui, nous, on est quand même en première ligne avec, on a des locataires de locaux commerciaux, des locataires donc d'appartements. Et en fait, tu vois, je le vois en ce moment dans les locaux commerciaux, par exemple, il y a franchement beaucoup de locataires à nous qui se plaignent en fait, qu'il n'y a plus personne, qu'il y a un gros manque de pouvoir d'achat. Ils sont en difficulté pour... Clairement, ouais. Donc en fait, j'ai l'impression que là, l'État, tu vois, ils sont en train de
de tirer encore plus la fiscalité, de resserrer encore la fiscalité, donc on va être encore plus fiscalisé, mais du coup tu auras moins de pouvoir d'achat. Et ça, tu vois, c'est un truc que je remarque sur les locaux commerciaux. Je le remarque aussi du coup sur l'habitation, des locataires qui payaient leur loyer et qui aujourd'hui du coup se mettent à plus payer. Et voilà, un locataire qui paye plus, il le fait pas par plaisir quand il a payé avant. Et tu les appelles et ils disent je peux pas payer là. Et ça, c'est vrai que c'est un constat très brut de ce que je constate moi sur le terrain avec du coup les décisions qui peuvent se prendre à l'échelle nationale, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez vu cette dinguerie? Alors je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est une mairesse parisienne. Elle est typée asiatique un petit peu. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, la maire du 8e, je crois c'est. Je crois que c'est ça. Elle est interviewée et on lui dit voilà, vous avez fait passer des frais, je crois des sacs à main. C'était 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Et elle dit bah oui, je représente Paris, donc je dois mettre des fringues de luxe. En gros, c'est ce qu'elle dit. Il faut être bien sapé, elle a dit. Il faut. Mais c'est ça. La manière dont elle l'a dit, je me suis dit, mais attends, c'est de l'IA. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est de l'IA. C'est un montage. Moi aussi, je me suis dit ça. Non. Mais malheureusement, c'est pas un montage. Mais tu te dis quand même qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, comment est-ce que c'est possible que ça fasse des années? On a vu, c'est Anne Hidalgo, je crois aussi qu'il y a des soucis en ce moment. Parce qu'elle Anne Hidalgo, le truc, c'est qu'elle a fait des notes de frais, puis elle a pris des chaussures avec différentes pointures. Donc c'est vrai que ça pose un peu problème, parce que du coup, tu te dis, attends, mais tu peux pas grossir. Non, puis surtout, je sais pas vous, mais moi, il est hors de question qu'avec mes impôts, du travail que je fournis tous les jours, je paye les godasses de Madame Hidalgo. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut retomber sur terre. C'est pas. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont devenus un peu hors sol, en fait. Et là, tu vois, je crois que c'est la maire du 8e. Enfin, j'en suis pas certain, mais je crois que c'est elle. Et c'est vrai, quand elle te dit qu'elle a dépensé, je crois que c'était 35 000 € en 5 ans. Ah ouais, non, mais c'est... Et puis qu'en plus, là, du coup, ça a fait scandale. Donc elle dit, c'est pas grave, je vais rembourser. Et elle a remboursé. Donc en fait, ça veut dire que si tu peux rembourser ces 35 000 € comme ça en 2 semaines, c'est que tu n'avais pas besoin forcément de faire des notes de frais. Bien sûr. Et puis si elle en est au point de dire, c'est pas grave, je vais rembourser. Ouais, mais attendez, si vous admettez que vous allez rembourser, c'est que vous admettez que vous avez triché. Si t'as pas triché, que t'as rien à te reprocher, tu dis non, écoutez, c'est dans l'exercice de ma fonction, je suis. Elle a essayé, puis ça l'a pas fait, quoi. Bah ouais, mais je veux dire, il y a un moment donné. Après, en plus, je sais pas si en fait, cette dame, elle est à la base, son métier, elle travaille dans la communication. Et donc c'est quand même hilarant parce que franchement, son interview, je crois que c'est sur BFM. L'interview, il est lunaire, tu vois, genre. Lunaire. Tu te dis, c'est pas possible. Moi, je pensais que c'était de l'IA aussi. Et après, il y a encore autre chose, c'est que donc elle déjà, elle le passe en note de frais sur notre dos, mais vous et moi, on veut s'acheter des vêtements, c'est pas la boîte qui paye. À moins d'avoir une profession, genre, tu sais, une robe d'avocat, ça, tu peux. Je vais te dire, demain, tu payes pas ton IS sur ta société, ta SCI, ta société de marchand de biens ou quoi. C'est pas, tu dis aux impôts, ah oui, effectivement, j'ai pas voulu payer, mais bon, vous savez quoi, je vais payer. Puisque ça vous dérange, je vais payer. Enlevez la majoration de 80%, je suis. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, tu te dis, c'est quand même. Non, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, en fait. J'ai l'impression que l'État, c'est. Là, on parle de l'élite de l'État, entre guillemets, parce que je vais pas cracher sur les maires, etc., où là, je pense que ça a un côté plus terrain. Mais c'est clairement, moi je me dis demain je gagnerai peut-être un SMIC, etc. J'aurais vraiment du mal à joindre les deux bouts et je verrais des gars comme ça se pavaner, mais je serais déjà en train de foutre le feu à la France. Il y avait le fauteuil à 40 000 € aussi là. Gérard Archer, il avait acheté des fauteuils. Pour lui. Même tu vois, genre le maire de Pau, Monsieur Bayrou, qui refait son bureau, il y en a pour 40 000 balles. C'est quand même c'est lunaire, quoi. Tu te dis les gars, mais et d'embellissement. C'est-à-dire encore la poutre s'effondre. Bon. Il y a des mariages à faire dedans, il y a des réunions avec des. C'est de la réno pour l'esthétique. Mais je veux dire, là, refaire une tapisserie, tu peux pas. Il y a une époque, je sais pas si vous aviez vu ça, et il y a Joe Rogan, qui a un podcast aux États-Unis que vous devez connaître, un mec chauve, qui a souvent des combattants du UFC et tout, qui avait fait un podcast sur le sujet où Emmanuel Macron était en interview avec une montre au poignet qui avait été identifiée sur la caméra à je sais plus combien, mais plusieurs milliers d'euros, quoi, la montre. Et en fait, pendant l'interview, il passe comme ça on mettra l'extrait dans la vidéo. Il enlève sa montre, il se remet comme ça, et là, il n'y a plus la montre. Et là, tu te dis, et Joe Rogan le dit très bien dans son podcast, il dit, mais non, mais attends, tu peux pas demander à ta population de te serrer la ceinture parce que les temps sont durs. Oui, je sais que le carburant a augmenté, et enlever ta montre à 10 000 euros. Et je trouve qu'il y a quand même une déconnexion de nos élites. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est pas des élites intellectuelles, enfin pour la plupart d'entre eux, je veux dire, ça a pas l'air d'être des flèches. Ouais, mais ça, tu vois, moi ça avant, je me disais, ces gars-là, quand même, ils ont fait tous des grandes écoles. Donc et ils ont forcément un cerveau. Franchement, j'avais de l'admiration et je me disais, vraiment, ces gens, pour moi, c'est des gens, c'est ces gens-là qui doivent diriger la France, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, plus ça vient et plus le temps passe et plus je me dis, en fait, je pense que, tu vois, par exemple, Macron, j'écoutais le podcast d'Édouard Philippe, Légende. Ouais. Et franchement, tu vois, Édouard Philippe, c'est pas aujourd'hui, il est plus trop pro-Macron. Il disait Macron, c'est quelqu'un de très intelligent, il capte très vite, il a une très bonne répartie. Et ça, j'en suis convaincu. C'est quelqu'un, c'est l'élite de la France, clairement. Mais je pense par contre qu'ils n'ont pas cette capacité pratique.
Et en fait, moi, je connais des gens, même dans ma famille perso, très intelligents, qui ont fait des très grandes études polytechniques, pour pas la citer par exemple, mais qui ne savent pas allumer un barbecue. Ouais. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et en fait, des fois, tu te dis, ces gars-là, en fait, ils ont jamais géré de boîte, ils ont, ils ont jamais travaillé réellement. Enfin, tu vois, Jordan Bardella, le gars n'a jamais travaillé de sa vie, et il vient de faire la leçon de l'économie. Mais gars, tu t'as même pas bossé dans une boîte, tu vois. Donc c'est compliqué de dire en fait, d'appliquer des choses dont tu ne maîtrises même pas toi en fait les rouages quoi. Toi, Charles, je sais que tu suis quand même pas mal l'actualité, l'économie, et que la mathématique de l'économie, c'est un truc qui t'intéresse. Grosso modo, moi, j'imagine 2 scénarios. Soit on arrive à redresser la barre, soit on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un scénario qui te paraît plus plausible de ta lucarne? Est-ce qu'il y en a un pour toi qui est inévitable? Ce serait quoi ton avis là-dessus? Je pense que c'est un jeu auquel on peut jouer longtemps. Okay. Parce que finalement, quand même, le fait déjà d'être au sein de l'Union européenne, tu bénéficies de beaucoup d'avantages. Alors parfois d'inconvénients, par exemple au niveau du prix de l'énergie, qu'on paye pas le prix qu'on devrait payer. Mais tu vois, on est un peu au sein de ce cocon où finalement on s'entraide plus ou moins les uns les autres. Et aussi en fait, pour en raccrocher au sujet immobilier, en fait, je pense que tout le monde a conscience que le taux de fiscalité, c'est une courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche, où en fait, d'un côté, tu as le niveau d'impôt, à l'horizontale, et à la verticale, tu as le montant des recettes qui correspond. Donc en gros, imaginons des pays des paradis fiscaux, tu as 0 impôt, tu as 0 recette fiscale. Des pays modérément fiscalisés, tu es au top de la courbe, c'est-à-dire que tu as un taux d'impôt, mettons, je sais pas, 15% en moyenne, et du coup, tu as X milliards en face. Et en fait, si tu continues de le monter, les recettes, elles décroissent. Ça redescend. Voilà. Donc du coup, c'est aussi pour ça que les choses, elles évoluent lentement. Tu vois, la taxe foncière, elle fait pas x2 d'un coup. Tout augmente doucement, mais c'est un peu comme, je sais plus, c'est le homard dans la marmite, ou tu vois, qui se rend pas compte, ou les grenouilles, je sais plus. Et en fait, le fait de monter doucement, ça permet aussi à l'économie de s'adapter. Je dis pas du tout que ça va bien, mais du coup, par rapport à l'immobilier, en fait, moi, de ce que j'en vois, c'est que ça me fait flipper, ce que je vois au niveau des premiers ministres qui vont, qui reviennent et qui sautent toutes les semaines. Mais à la fois, si on raccroche à notre activité, en fait, on n'est pas en concurrence mondiale. Tu vois, on serait e-commerçant. En fait, pourquoi on reste en France? Parce que tu payes de la TVA, de l'IS. Tu serais plus là. Tu pars. Quand tu vois le discours d'Anthony Bourbon qui dit à tous les entrepreneurs quittez la France, nous, en fait, ça s'appplique pas à nous parce que notre métier, nous, c'est de faire de l'immobilier en France. En fait. C'est ça. Et ta concurrence, elle est locale. C'est-à-dire que tu pourrais dire je fabrique des vêtements made in France, t'es concurrence avec le made in China. Tu vois, l'immeuble qui est ici. Et donc là, tu te fais atomiser. Ouais. Et du coup, en fait, finalement, nous, on est. Comment dire? Tu pourrais monter la fiscalité à l'infini, si tu veux, sur l'IMO. En fait, de toute façon, puisque tes concurrents ont la même fiscalité, le marché, il va s'équilibrer. Ça veut pas dire que ça va faire du bien au marché. Oui. Mais en fait, il y a un moment où il y a un équilibre à trouver. Et c'est une telle manne financière pour l'État que je pense qu'ils sont pas non plus cons. Et ils vont pas, détruire l'immobilier. Par exemple, il y a un truc qui existe. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle la taxe sur les immeubles. Vous connaissez la taxe sur les immeubles, qui est ce truc qui n'est pas appliqué. C'est genre 3% de la valeur vénale des immeubles détenus en société. Ça veut dire qu'en gros, tu as un immeuble qui vaut 1 million d'euros, et imaginons qu'il soit à Paris, par exemple, et qu'il soit à 3% de rendement. Donc tu as 30 000 euros de loyer annuel, tu dois donner 30 000 euros de taxes. Voilà, t'as tout donné. Et du coup, en fait, si ce truc-là, il existe, il est dans le Francis Lefebvre, voilà, ça existe, mais c'est pas appliqué. Et si tu l'appliques, tu tues l'immobilier en fait. Donc c'est en ça où, bien sûr, qu'on cherche des recettes, mais si tu l'appliques, et il y en a beaucoup des personnes morales qui détiennent des immeubles et des immeubles beaucoup plus grands que celui-ci, et ça serait là des centaines de milliards hyper facilement, mais c'est pas appliqué parce qu'on se rend bien compte que tu ferais baisser la valeur de l'IMO, du coup c'est moins de transactions, donc moins de droits de mutation. Il y a quand même un équilibre. Potentiel logement à louer. C'est ça, et bureaux et commerces sur lesquels il y a de la TVA. Tu le vois que l'État, en fait, c'est un savant mélange. Mais même parlons des DPE, par exemple, tu vois, les DPE, tu vois qu'ils ont assoupli la règle parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, en fait, ils allaient finir à la rue. C'est mieux. Maintenant, les legs majorés de 17% à partir de janvier 2026. Donc, tu sens qu'ils, quand même, ils sont pas non plus trop cons et qu'ils arrivent à peu près à moduler en fonction. Mais ouais, quand même, moi je trouve, je te rejoins, mais d'un côté, je trouve qu'on est quand même en première ligne, que ce soit au niveau de la précarité des gens, et que quand même, tu es un peu le baromètre aussi de la société, où quand le mec il peut pas payer ton loyer, le loyer c'est le premier truc que tu payes. Le besoin primaire, c'est de te loger en fait, et après de te manger. Sur les commerces, ouais, mais sur l'habitation, j'ai pas l'impression qu'on est plus impayé qu'il y a 2 ans, tu vois. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression. Okay. En sachant que vous avez surtout des grandes surfaces, en tout cas pas de petites surfaces. On a tout, tu vois, la moyenne c'est plutôt quand même du T2, T3. Okay. Mais aujourd'hui, on développe moins les petites surfaces, mais on en a encore de ce qu'on a constitué avant. Donc là, pour le coup, on a vraiment un panel, tu vois, du petit studio jusqu'à la maison individuelle. Toi, sur ton parc, tout type de population, beaucoup de studios. Beaucoup de studios. Et t'as l'impression que t'as plus d'impayés qu'avant ou pas? Ouais, franchement, ouais, quand même. Moi, je trouve que j'utilise plus. Tu vois, nous, comme toi, on a pas mal la garantie Visal. Ouais. Et en vrai, nous, on l'utilise quand même. Enfin, ces derniers temps, on l'utilise plus. Ouais, nous aussi, franchement, ouais. Pour redonner un peu de contexte, vous êtes dirigeant d'une foncière qui s'appelle Orion. Si on devait décrire un peu le parc que vous avez aujourd'hui en termes de pourcentage de locaux commerciaux, nombre de lots, pourcentage d'habitation, qu'est-ce que ça représente à peu près Orion
à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo? Là tout de suite, si je te compte pas ce qu'on est en train d'acheter, on a un peu Sans plus compter de... les projets en cours. Ouais. On a un peu plus de 60 lots sur le parc locatif, hein, je compte pas le stock marchand parce que c'est fait pour être vendu. Ouais. Donc un peu plus de 60 lots et en gros une quinzaine ou vingtaine % de commerce, quelque chose comme ça. Ok. Et le reste en habitation, où il y a peut-être 1 ou 2 studios dedans, mais Ok. sinon le reste ça va être T2, T3, T4, T5, Ok. maisons individuelles, voilà. Avec un périmètre de chasse, si on peut appeler ça comme ça, qui va du nord de la Bourgogne, grosso modo. Ouais, c'est ça, c'est assez large. En gros, Ouais, on Dijon. est- ouais, Dijon, Lyon, grosso modo. Nevers, là. tout ça, vous allez pas par là-bas? Nevers, Auxerre. Non, non, ça on fait pas. En gros, c'est Dijon-Lyon. Et après, à l'est, on regarde aussi dans l'Ain et Nord-Isère. Et moi, je commence à regarder un peu le 42 aussi. Mais Ok. ce qu'on a dans le parc aujourd'hui, tout est entre Lyon et Dijon, sauf une exception à Bourgogne. Ouais, en que ce gros. soit facilement accessible. Voilà. Je pense que vous l'avez C'est réfléchi ça, comme ouais. ça. Ouais, puis après, voilà, l'idée c'est quand même de se centraliser aussi parce que voilà, tu peux pas faire du réseau partout. Bien sûr. Donc l'objectif c'est d'être plutôt compact en fait. Ouais. En termes de. D'autant plus que vous, alors c'est un contexte qui est différent parce que vous avez, je trouve, une responsabilité qui est lourde à porter parce que vous êtes gérant d'une foncière où d'autres investisseurs peuvent rentrer dedans via conseiller en gestion de patrimoine ou même en direct. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de passer par un conseiller. Donc ils vont mettre une mise et vous allez utiliser cette mise avec un objectif de rendement que vous allez leur rendre, une foncière. Donc ce qui fait que vous allez gérer l'argent de d'autres personnes. L'actualité d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous fait changer votre stratégie sur l'année à venir, les 5 ans à venir, les 10 ans à venir? Puisqu'on sait qu'une foncière, on gagne bien sa vie sur le long terme principalement. C'est pour ça que même sur des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, souvent, et pas mal de gens qui sont passés d'ailleurs sur des podcasts sur YouTube disaient qu'il faut investir sur un horizon de 5 ans, de 8 ans, voire même des fois de 10 ans. Ouais, c'est ce qu'on conseille nous, à nos clients, c'est C'est l'horizon ce que de vous toute façon, c'est 5 conseillez ans. aussi. Ouais. Est-ce que du coup, l'actualité, ce qui se passe en France, tout ça, ça vous fait changer un peu votre fusil d'épaule en disant on va faire moins d'habitation, on va faire plus de locaux pro, on va arrêter de faire de la ville de taille moyenne industrielle, on va rebasculer sur de la grande ville comme Lyon, comme Dijon, tout ça? Est-ce que ça vous a fait changer ou vous vous êtes dit un matin en arrivant au bureau, putain Antoine, putain Charles, il faut qu'on fasse différemment? Bah moi, je dirais que ça nous a déjà conforté sur notre idée de base, quand on a créé la foncière il y a un peu plus d'un an, on voulait faire de la majorité de l'habitation. Donc, on s'était dit 80% d'habitation et 20% de commerce, c'est plutôt des pieds d'immeubles quand on achète des immeubles de rapport. Et en fait, je trouve que cette tendance, là où on est en ce moment, où du coup, instabilité politique, enfin voilà, dans les villes, que ce soit Lyon ou Châlons, les locaux commerciaux, ils ont plutôt tendance à fermer qu'à ouvrir. Ouais. Et en vrai, du coup, je me dis, on a bien fait d'être sur de l'habitation qui est quand même, voilà, je pense, beaucoup plus stable. Et aujourd'hui, c'est vrai que marché, ouais, voilà, d'offre c'est et de demande qui est un peu plus on n'a pas sur la foncière, on n'a pas d'impayé sur la foncière. Sur notre parc locatif de foncière, tout à l'heure je parlais d'impayé, c'était plutôt sur les biens qu'on avait à l'époque avec Charles Arthur. Donc aujourd'hui on n'achète que pour la foncière, on n'achète plus en perso, mais c'est plutôt sur des biens d'avant. Et donc du coup en fait le fait de faire du qualitatif en habitation, je pense qu'on a des locataires aussi qualitatifs. Et du coup on n'a pas d'impayé, donc c'est vrai que voilà, on a des revenus qui sont récurrents. Et aujourd'hui c'est vrai que les seuls lots vacants qu'on a avec la foncière, c'est au nombre de 1 du coup, c'est un lot et c'est un local commercial. Donc je pense que ça, en tout cas l'actualité politique nous fait dire que on est plutôt sur la bonne voie et je pense que c'est pas déconnant. Et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous en gros l'idée c'est qu'il y a des actionnaires qui rentrent au capital de notre entreprise, donc ils prennent des parts dans notre boîte. Et c'est vrai que l'instabilité politique, les gens en fait quand tu sais pas fiscalement comment tu vas te faire découper, ils ont peut-être pas forcément envie d'investir dans un actif immobilier, donc dans notre foncière, et ils préfèrent peut-être s'exposer sur des actifs ou attendre, laisser ça sur un livret A et attendre quoi. Donc vous avez vu une baisse de l'intérêt là sur les 3-4 derniers mois pour spécialement, parfois il y a un peu souscription des gens. En fait, au début, parce que j'ai l'impression que depuis un an, ça s'est quand même accéléré le bordel politique. Ouais, donc au début, on a vu quelques personnes qui disaient oui, mais non, j'attends de voir. Puis en fait, c'est tellement le bordel que de toute façon, si t'attends de voir, tu verras jamais. Ouais, donc faut attendre les prochaines élections, je pense. Voilà. Si et peut-être anticiper, on sait pas. Et encore. Mais après, du coup, pour les commerces, effectivement, nous, tu vois, la thèse d'investissement, elle avait été que par le passé, on avait constitué plus d'habitations que de commerces. Et pourtant, il y a un moment, on avait un peu appuyé sur les commerces. Parce qu'on commençait à être dépassé par notre gestion locative, on ne l'avait pas encore délégué, et on s'est dit les commerces c'est bien, parce que c'est plus passif, et puis c'est plus rentable, et puis c'est le locataire qui fait l'entretien, et ainsi de suite. Mais vraiment, si tu comptes tout bout à bout, il faut vraiment que le commerce il soit beaucoup, beaucoup plus rentable que de l'habitation, pour qu'il le reste, une fois que tu as réintégré la vacance locative quand le locataire part, que tu as intégré le fait que quand il y a un défaut, c'est pas les mêmes modes de garantie. Tu vois, on fait quand on peut, quand on n'achète pas les biens déjà loués, que c'est nous qui mettons en place les locataires, on fait des baux notariés avec des cautions du gérant, mais ça reste qu'un accélérateur de processus.
procédure en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de... pourrais expliquer à quoi consiste un beau notarié dans les grandes lignes? Du coup, un bail notarié, en fait, c'est un bail de location entre une société ou une personne physique qui détient le bien et le locataire qui peut aussi être une personne physique ou une société. Mais généralement, dans notre cas, c'est nous, une SCI, et le locataire qui est un commerçant qui est une société aussi. Et en fait, ce bail, si jamais c'est pas un bail notarié, ça s'applique d'ailleurs aussi en habitation. J'en parle pas en habitation parce qu'on a d'autres modes de garantie qui sont beaucoup plus efficaces et gratuits, Visal et GLI, donc les garanties loyers impayés, qui elles sont payantes, mais voilà, Visal c'est une GLI gratuite. Okay. Donc ça déjà c'est un bon point pour l'habitation. Du coup, pour revenir sur le côté commerce, le bail notarié, en fait, c'est un titre exécutoire qui permet de pas avoir, quand l'impayé se déclenche, à aller une première fois au tribunal pour faire reconnaître par le juge l'existence des liens entre nous et les locataires. Parce que sinon c'est ça. Hein. Et ça nous est déjà arrivé, il y a 200 mètres, là on est un local commercial, où le locataire s'est mis en impayé, on l'avait acheté comme ça, c'était pas un bail notarié, et il a fallu aller au tribunal pour faire reconnaître l'existence des liens, et le juge a dit mais il n'y a pas de lien là, parce qu'en fait sur le bail, c'est l'ancien exploitant du fonds de commerce, et c'est l'ancien propriétaire. Et c'est l'ancien propriétaire de l'immeuble, donc il a fallu lui envoyer des relevés de compte pour dire, bah en fait, si depuis un an il nous payait le loyer tous les mois, c'est quand même qu'il nous en fait pas cadeau, quoi. C'est qu'il y a un lien. Mais bref, ces étapes qui servent à rien, ça prend du temps. On les switch, et du coup, quand l'impayé se déclenche, on en a eu un justement sur notre parc perso d'un locataire, d'un commerçant qui m'appelle en me disant, bon, bah on vient de me résilier le plus gros contrat que j'ai, donc je peux plus vous payer, je vous rends les clés. Non, ça soit comme ça. Ouais, rappelez-vous de ce que vous avez signé chez le notaire, donc arrêtez de payer si vous voulez, hein, mais par contre, en fait, vous le paierez tôt ou tard, et si c'est pas votre société, c'est vous perso. Et du coup, moi j'appelle l'huissier, enfin le commissaire de justice, et je lui dis voilà, on a un impayé, je lui envoie la copie exécutoire du bail, et lui il fait son recouvrement, et globalement il peut saisir sur le compte de la société tant qu'il y a de l'argent, quoi, jusqu'à zéro. Et si le gérant était caution. C'est ça, et là les deux gérants étaient caution personne physique, il peut saisir sur leur compte, il leur laisse un minimum pour vivre, et c'est très bien, hein, faut pas mettre les gens à la rue, et ensuite il peut aussi saisir sur salaire, et en l'occurrence le mec il a vendu une voiture, et du coup il y a de l'argent qui est tombé sur son compte, c'est reparti direct chez l'huissier, et alors par contre c'est très long, ça c'est au bon moment. Ouais, et ça je l'ai appris à cette occasion là, c'est que, alors du coup c'est l'huissier qu'on mandate, c'est pas lui qui fait la procédure directement, parce que celui qu'on mandate il est pas dans la même ville, mais en gros, je savais pas, les huissiers ils font des intérêts avec l'argent qu'ils ont en comptabilité. Mais c'est et du coup, il te le rend le plus tard possible. Et ça fait, le locataire, ça fait 3 mois qu'il est saisi et on a eu le virement il y a 2 semaines. Ah ouais, ok. Ouais, on en apprend tous les jours. À savoir quand même que du coup, le bail notarié, il est quand même payant. Généralement, c'est à peu près 1 mois de loyer. Ouais, c'est ça. Et bien vérifier et bien mettre la notion de caution personnelle. Parce que sinon, c'est trop facile en fait de rendre ta boîte de liquider. Pas solvable. C'est ça. Donc vraiment si bien le mettre. Une timeline, je suis propriétaire d'un local commercial. J'ai un bail avec une SARL d'un artisan ou je ne sais quoi. J'ai pas de bail notarié. Combien de temps ça prend? J'ai un bail notarié. Combien de temps ça prend pour faire le recouvrement? Alors sans bail notarié, nous il y a eu 0 recouvrement, donc notre enjeu c'était juste parce que c'est liquidation. Ouais, c'est ça. Donc t'as rien. C'était en fait, puis en plus c'est quand il y a récupérer le local. Ouais, puis quand il y a liquidation, il en doit aux impôts, il en doit à ses anciens salariés, donc du coup toi tu passes en dernier. Voilà, et puis il y a un ordre. Pour prendre cet exemple-là, il est arrivé dans son local, il a pris tout ce qui avait de valeur, quoi. Il a passé une nuit, il a pris tout ce qui avait de valeur. Donc en fait on sait qu'on récupère rien, donc on a eu 0, et la dette elle était autour des 20 000 € quand même, hein. Donc, un peu moins de 2 ans je pense entre le déclenchement du premier impayé et la restitution des clés, ou quand tu récupères les clés c'est tout pourri, hein, donc tu te payes un ménage énorme, voilà, et ensuite une vacance locative, donc voilà, on va dire que la période où tu n'as pas de loyer ça peut aller à 2 ans et demi, 3 ans, donc tu sais, réintégrer sur une durée de détention de peut-être 10 ans, ça fait 30% du temps où tu n'as pas de loyer, donc peut-être que tu étais à 8% ou 10% net, en fait tu es à 7 une fois que tu réintègres ça. J'ai eu le cas d'un monsieur que j'ai vu au cabinet il n'y a pas très longtemps, qui fait pas mal d'immobilier, pas dans le coin, et qui me disait que lui, il avait, je crois, une cinquantaine, soixantaine d'années, je ne sais plus, il avait fait beaucoup d'immobilier dans sa vie, beaucoup d'habitations, une stratégie, il se basait sur les mêmes fondamentaux que vous, et qu'il en était revenu par rapport à la gestion locative du quotidien, et qui disait, voilà, moi, vous savez, j'ai fait des studios, je suis monté jusqu'à 30 apparts, 35 apparts, 40 apparts, 50 apparts, mais au bout d'un moment, à gérer, c'était infernal. Et il a décidé de tout vendre et d'acheter que des locaux pro, commerciaux et industriels. Est-ce que c'est une stratégie qui s'entend selon vous? Est-ce que c'est une bêtise économique selon vous? C'est quoi ton avis, Antoine, par rapport à ça? En vrai, je le comprends tellement. Ok. Non, mais c'est vrai que on sent la souffrance, on sent la lourdeur dans ta voix. Faut pas se le cacher, le point noir dans l'immobilier, c'est la gestion. Et en fait, tu gères des humains, et l'humain, en fait, tu as des gens, voilà, on se côtoie là. Quelque part, un locataire, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme un salarié?
Ouais, je dirais d'une certaine façon. salarié ou client, tu vois, mais un mélange Ok. un peu des deux, tu vois. Mais c'est vrai que t'as pas forcément un lien non plus client, mais à la fois ça reste un peu aussi un salarié. Et Ouais. en fait, des fois, bah, t'as des gens, quand t'es dans une boîte, tu choisis pas forcément tes managers, tu choisis pas forcément tes salariés, donc tu choisis pas forcément ton locataire, Bien sûr. et tu dois t'adapter à lui en fait. Et Mm. en vrai, ouais, c'est vrai que la gestion locative, c'est parfois, C'est chiant. c'est délirant, quoi. On a eu des demandes, dans les. C'est lunaire. Hein. C'est lunaire. Déjà, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, Des vraiment, best-of. c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Donc, je comprends les gens qui veulent quelque chose de plus passif et du local commercial ou du local industriel. Je l'entends tout à fait. Surtout que c'est vrai que c'est des projets qui sont clairement moins chronophages. Après, le problème de ça, c'est que le jour où tu as un local qui est vacant, en fait, il faut avoir déjà les reins solides pour assumer les mensualités, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu es en fin de parcours, que tu peux permettre, par exemple, je dis n'importe quoi, d'acheter un local industriel, peut-être même avec un financement bancaire léger. De loyer normalement, tu te dis, moi, 3 000 euros, C'est je ça. peux les payer de ma poche pendant X temps avant Ouais. que ça me mette dans la difficulté. Pas de problème. Ok, je suis d'accord, mais quand tu commences l'immobilier, c'est très compliqué d'aller sur des gros actifs comme ça où Bien si sûr. jamais il y a une vacance, tu sais très bien que tu n'es pas capable de l'assumer, c'est pas forcément, je pense, stratégique. Ouais. Donc en fait, je comprends, pour moi, ce que tu décris là, c'est un chemin que j'ai entendu plein de fois chez des investisseurs, donc je le comprends vraiment, ce chemin-là. Après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je commençais l'immobilier, je me disais, mais moi, je faisais ma gestion locative tout seul. Je me disais, mais c'est de l'habitation qu'il faut faire. Et en vrai, plus le temps passe, et plus je me dis, c'est vrai que c'est beaucoup de gestion. Et tu vois, nous, on le voit, c'est pour ça aussi qu'on a créé un peu la foncière. C'est qu'en fait, la gestion locative, nous, avec Charles, on avait à peu près 70 lots en perso chacun. Donc, toi, t'en as encore plus, donc tu sais vraiment ce que c'est. Ouais. Et en fait, tu te rends compte du temps que ça prend, tu vois. Et on s'est dit, il faut structurer ça différemment parce que notre temps, il vaut mieux que faire de la gestion locative. Le problème, c'est que quand tu mets en agence, ça dépend des agences, mais généralement, c'est quand même moins bien fait que si c'était toi qui gérais ton propre bien, hein, puisque là, dans une agence, c'est l'argent de personne, entre guillemets. Et en fait, du coup, nous, avec la foncière, on a structuré ça d'une manière où, en fait, en gros, la gestion administrative est faite en agence. Donc, du coup, les agences s'occupent de récupérer les loyers, etc. Mais nous, par contre, on a internalisé aussi d'une manière assez intéressante où, en gros, on a une salariée qui est en CDI et qui manage, en fait, les agences. Et qui fait elle-même les turnovers, qui gère elle-même les turnovers, qui gère elle-même les petits travaux à mandater. Si demain il y a une fuite, elle peut être capable de réagir dans l'heure. Et en fait, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. En fait, c'est d'avoir une boîte. Du coup, tu peux peut-être avoir un salarié qui s'occupe en fait de ta gestion locative. Mais sinon, dans la foncière, si je comprends bien, vous confiez la gestion immobilière à des agences. Notamment pour avoir de la contrepartie, une agence qui a un bien à vendre va plus facilement avoir tendance à te le vendre à toi si tu le laisses en gestion. C'est ça. Donc l'agence, elle gère l'encaissement des loyers. C'est ça. Voilà. Elle va se rémunérer avec un pourcentage. Ouais, c'est ça. En moyenne, ça 6% TTC. À peu près, ouais, 6% TTC, ok. Et par contre, tout ce qui est entrée-sortie, ouais, on pilote ça, c'est nous-mêmes. Ouais. Pour avoir vraiment une travaux vision. dépannage. C'est ça. Pour avoir vraiment une vision de ton parc et pour avoir l'avantage concurrentiel de ne pas avoir de frais d'agence en fait quand tu mets une agence, quand tu mets un bien en location, quoi. Parce que du coup, c'est nous qui le faisons comme un par contre, particulier. ça vous coûte 6% de TTC. Ouais, c'est ça. Et vous avez déjà fait le calcul au niveau où vous êtes? Est-ce que les 6% de TTC, qu'est-ce que ça représente en montant par mois? Est-ce que ça paierait une salariée à temps plein? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on l'internalisait, ça resterait une dépense. Maintenant, est-ce qu'elle est à la hauteur du montant? Je pense pas. Je pense que ça coûterait moins cher de l'internaliser que de l'externaliser. Mais si tu intègres le côté contrepartie et récurrence, ça vaut largement le coup. Mais par contre, il faut le mesurer. Si on confie des lots à une agence et que ça se passe bien et que du coup tu fais gagner de l'argent à ton agent immobilier qui en général a un bout de transaction, un bout de gestion, le jour où il a un immeuble à vendre, il t'appelle. C'est ça le raisonnement. Et aussi, et surtout, le jour où il a un immeuble à vendre, qu'il a déjà en gestion locative, il est content parce qu'il va prendre une grosse com sur la vente d'un immeuble, mais il n'a pas envie que la gestion lui échappe parce que c'est quand même ça les revenus récurrents. Et c'est sur cette base qu'ils valorisent leur société. Tu valorises pas trop sur la transac, par contre un portefeuille de gestion, ça se vend, ça se revend, il y a des méthodes de valorisation. Donc c'est ce sur quoi ils capitalisent. Et après, tu vois, pour le côté... les investisseurs qui passent full commercial, en fait, c'est aussi l'effet de volume que tu disais, Antoine, tu as un plafond de verre et tu es débordé par ta gestion locative. Mais en fait, si tu choisis de casser ce plafond de verre et de te dire, mais en fait, je suis plus tout seul, je m'entoure de personnes, je délègue en tout ou partie ou j'internalise, finalement, il n'y a plus trop cette notion de c'est chronophage, je passe trop de temps à faire ma gestion. Et ça permet de s'exposer, c'est une de nos thèses d'investissement avec la foncière, à rentrer sur des immeubles de rapport qui sont rentables, qui sont qualitatifs, qui sont en majorité pas sur des petites surfaces, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir à la sortie les vendre à la découpe, les vendre vides et les vendre pour des gens qui voudront en faire leur résidence principale. Et du coup, pricer ça comme des RP. Plus pricer ça
en mode Comme des rendement, lots, tu ouais. vois. Je le Tu vends vois, à un 8% immeuble de de 700 renta. mètres carrés, tu vas le vendre à la renta. Ok. Et à la qualité et à d'autres choses, mais aussi et surtout à la renta. Alors que finalement, le fait de le vendre à la découpe, bah, si tu as fait les choses correctement, que les gens, ils ont, quand c'est possible, des extérieurs, des stationnements, que l'immobilier est sympa, que les communs ils sont sympas, que c'est pas juste un truc de pur rendement, tu peux avoir un cycle d'investissement, donc un TRI, le taux de rendement interne, qui fait en gros la somme des rendements que tu as eu pendant ta durée d'exploitation. Donc, à la revente Et à la fin, la t'as location. plus-value. Voilà. Rendement locatif et rendement la plus-value, quoi. C'est ça, exactement. Qui est peut-être supérieur à ce que tu aurais eu en ne misant que sur le rendement, mais en te faisant remassacrer Locatif. en égo à la sortie, parce que en fait, tu vends à un autre investisseur, Bien sûr. et dépendamment des taux d'intérêt, en fait, le bien, il vaut plus ou moins cher. Ok. Et je comprends le raisonnement de on investit moins dans les studios que ce qu'on le faisait avant, parce que dans les studios, vendre à la découpe, c'est plus compliqué, Ouais, c'est moins personne n'en adapté. fait sa résidence principale. Ouais. Ouais, Et c'est t'es moins adapté. exposé à la macro aussi, en ayant une prépondérance résidentielle. Ouais. C'est que demain, il y a re-Covid, on va attendre que nos commerçants nous appellent pour nous expliquer qu'ils peuvent plus payer parce Bah qu'ils oui. sont fermés. Mais- Alors que les gens qui habitent dans leurs appartements, il y a pas très peu d'impayés. Et Oui. s'il y en a, il y a des meilleurs modes de garantie. Et en fait, quand tu regardes le commerçant, s'il peut pas te payer, c'est parce qu'il j'enlève l'exemple du Covid et du Oui, confinement, il a mais plus de chiffre imaginons d'affaires, quoi, ou pas juste assez. contexte. C'est ça. C'est qu'il a moins de clients. Il a moins de clients parce que la macro se porte moins bien. Et du coup, c'est in fine des particuliers qui dépensent dans les commerces. Donc du coup, le particulier, il va plus vite se priver de dépenser dans le commerce que dans son logement. Parce que Ok. son logement, il en a besoin. Alors que si besoin tu veux primaire, acheter on dans en le revient aux commerce, besoins primaires tout à l'heure en fait. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et toi, tu ferais quoi du coup? Parce que c'est vrai que tu nous poses la question. Moi, je pense que du coup, je ferais peut-être un peu d'industriel quand je serais avancé ou du commercial, tu vois, si j'avais cette problématique de gestion. Et après, plus un peu de l'immobilier papier, comme tu vois, nous on peut le proposer avec la foncière. Je trouve que c'est pertinent aussi, parce que tu t'exposes à de l'habitation. Bien sûr. Et toi, tu verrais ça comment du coup? Parce que tu vois, là aujourd'hui, tu as quand même un nombre de lots qui est hyper important. Ouais. Je m'imagine bien que tu te dis pas, je vais faire x5 quoi. Enfin, Non. Je suis plus. Aujourd'hui, nous, on est plus dans une démarche d'arbitrage. Depuis, je dirais, 1 an et demi. Déjà, on s'est rendu compte que les taux d'apport que nous demandaient les banques étaient un poil plus importants. Alors, elles ne demandent pas toujours plus d'apport, mais elles demandent d'avoir un plus gros matelas de sécurité. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que je gagne assez bien ma vie, mais à la fin du mois, je suis à 0 sur mon compte. J'ai jamais un copec de côté. C'est-à-dire que tu m'appelles le 30, tu me dis tu peux me dépanner de 1 000 euros, laisse-moi 2 jours, je fais 2 gardes à l'hôpital et puis je te les dépanne après, mais là je peux pas. Parce que tu dépenses ou parce que tu épargnes? Parce que j'épargne. Et surtout, alors je dépense très très peu, mais j'essaye de toujours au début du mois laisser le minimum dont j'ai besoin. Déjà parce que je sais que si j'ai plus, que je vais me balader en ville, je vais avoir envie de m'acheter une paire de chaussures, Ouais. et puis tiens, j'ai envie de m'acheter une fringue, et puis ceci, et puis cela, et puis je vais plus au resto, et puis je vais plus au McDo, et puis enfin, tu vois, toutes les dépenses du quotidien. Donc, j'essaie de minimiser ça. Du coup, ce qui fait que dans l'immobilier, j'ai tendance à faire un peu pareil. Et alors encore plus quand j'entends M. Mélenchon qui dit il faut saisir l'épargne des Français, que j'entends M. Macron qui dit on va se servir de l'épargne des Français pour financer la guerre en Ukraine et tout. Moi, j'avoue que ça me fait super peur. Donc je me dis si j'ai rien sur mon compte, on peut rien prendre. Parce que si j'ai uniquement des actions, des obligations, des ETF, de l'immobilier, bah ça on peut pas me les saisir. Attends, Enfin, M. Zuckman, il prend les actions hein, ouais, mais M. Zuckman, oui, mais M. Zuckman, il est un peu déconnecté de la réalité, malheureusement. Et on pourra en reparler si jamais le sujet vous intéresse. Mais donc, c'est plutôt ma théorie. Mais donc, ce qui fait qu'au niveau des banques, ça m'est arrivé pas mal de fois sur l'année passée de dire on aimerait vraiment, M. Moirou, mais il nous faudrait un peu plus d'économie, un peu plus d'épargne, un peu plus de liquidité, peut-être un peu moins d'immobilier. Donc, je suis dans une période où j'arbitre pas mal de lots de mon patrimoine. J'ai tendance, cohérent avec ce que vous dites, à arbitrer les petites surfaces qui demandent plus de gestion locative. Moi, j'ai fait le choix de faire toute la gestion locative en interne parce que j'ai moins de perspectives aussi de développement qu'une foncière pour la simple raison que je suis tout seul. Hein, donc, forcément, je peux aller moins vite et plus petit à petit. Et surtout, j'ai horreur de gérer de l'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur du personnel. J'ai la chance de travailler avec ma femme qui est super et qui gère ça super bien. Mais le moins je travaille avec des artisans, le plus je préfère, même si j'ai plein de copains artisans et que j'ai pas eu trop de problèmes avec des artisans, j'en ai eu quand même. Et surtout, j'ai l'impression qu'on est dans une société où c'est de plus en plus difficile de faire confiance aux gens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais que plus j'avance, plus je me rends compte que même ton meilleur ami peut te faire un petit dans le dos. C'est l'impression que j'ai. Hein. Et j'ai même eu des artisans qui sont venus manger chez moi, qui ont porté mes enfants. Et le jour où il a fallu qu'ils jouent le jeu sur un chantier, j'en ai un en tête, tu vois, je lui demande de me faire une verrière. Mais quand je dis verrière, je lui dis, bah, tu sais, un hublot pour que la lumière, elle puisse rentrer. Ah ouais, je vois très bien. Une verrière, vous voyez de quoi je parle? Une verrière de 1 mètre par 1 mètre. Et ben, il m'a monté le cloison et il m'a mis un hublot de bateau.
On mettra la photo. J'avais pris une photo et j'ai fait visiter cet appartement parce que je suis en train de le vendre à un Attends, agent un immobilier. truc, rond. Un En plus, hublot ça de doit être bateau. plus chiant à faire en termes de Un hublot de raillage, bateau. tu vois, On a mis un hublot de bateau. Et quand je lui ai Les dit, aléas de la non mais attends, communication. là, c'est pas du tout ce que je suis désolé, on s'est peut-être mal compris, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Ah ouais, mais enfin bon, moi maintenant j'ai commencé un autre chantier, là je peux pas le faire maintenant. J'ai dit non mais attends, moi j'ai le locataire qui arrive dans une semaine. Je lui ai dit qu'ici il y aurait une verrière pour avoir, t'as une chambre avec une fenêtre et une chambre qui en avait pas. Donc la verrière qui vient du salon. Donc c'est essentiel quoi si tu veux. Ah ouais mais là j'ai pas le temps. Ah si, il faut que tu le prennes le temps. Je suis désolé d'insister, mais là c'est pas possible quoi. Et puis du coup, t'en arrives au mec, il est jamais venu. Et aujourd'hui, j'ai encore le hublot dans l'appart parce qu'il a fallu que je le loue derrière. Tu l'as loué à un marin. Bah du coup, j'ai baissé le loyer. Mais tu vois, je veux dire, c'est... Et ça, je trouve que ces histoires-là, de plus en plus, et toutes sphères confondues, hein. Enfin, moi, c'est pareil dans le domaine médical, c'est pareil pour tout. Donc j'essaye d'avoir moins de gestion, moins d'humain. Donc je suis un peu dans ce raisonnement de dire, j'arbitre mes petites surfaces. Et je vais sur du local pro, du local industriel, etc., etc. Aussi parce que j'ai eu la chance de pouvoir assez grossir en termes de patrimoine, d'avoir une profession où moi je peux travailler 24 heures sur 24 si je veux, du coup être payé 24 heures sur 24, donc je peux arriver à réguler mes dépenses assez facilement et mes rentrées d'argent surtout, donc je suis un peu dans ce raisonnement-là. Ouais, du coup, vendre tes studios pour prendre du coup peut-être un peu pro, plus du commercial ouais. ou des plus grandes surfaces. Ou du commercial bien placé, ou des Ok. plus grandes surfaces. Ok. Alors c'est vrai qu'après le commercial bien placé, là par contre ça peut être encore un autre sujet, Oui. c'est que les emplacements prime, ils seront toujours loués, ça se vend Tout le avec temps. des pas de porte, et à la limite si un locataire fait défaut, mais c'est bonus, parce qu'en fait Oui. toi tu auras le local vide et tu vas mettre un énorme pas de porte qui équivaut à plusieurs années de loyer, Exact. et du coup tu rentres à une renta qui est faible, par contre c'est safe de chez safe quoi. Et ouais. Par contre tu peux Il pas faut aller le bien financer les à crédit sélectionner. quoi, parce que si t'empruntes à 4 et que tu Mais loues à bien 4, ça ne fonctionne pas quoi. Mais Bien on sûr. en revient un peu tous au même constat en fait, c'est qu'au début, quand tu commences, t'as pas trop le choix, t'essaies de faire le plus rentable possible, donc Oui. une petite surface ou des choses Pour pas très créer ton qualitatives. capital. Et en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que ton taux horaire, il n'est pas forcément exceptionnel en faisant ça. Et en fait, tu te détaches de ton patrimoine existant, ou du moins, tu rachèterais pas la même chose que tu as acheté au début pour en fait faire du plus qualitatif, du moins chronophage, et en fait avoir un taux horaire qui est meilleur. Quoi. J'ai l'impression que Ouais, tout le monde fait Ouais, un peu tout le la monde même, fait la même chose, ouais. Ouais. tu fais ce constat-là. Quoi. Et c'est vrai que tu vois, nous, c'est vrai que toi, pareil, tu fais de la formation. Donc j'imagine que les gens, ils arrivent, ils veulent tous du 14% brut ou net, ou j'en sais Bien rien, sûr. et faire des trucs des fois un peu aberrants. Et en fait, je trouve que c'est aussi un peu notre rôle de les guider en mode attends gars, ouais, je comprends, tu veux de la rentabilité, tu as vu sur toutes les formations précédemment qu'il fallait absolument de la rentabilité, mais aussi d'éduquer un peu les gens en disant il n'y a pas que ça en fait, il y a ton taux horaire, il faut te Bien sûr. respecter, il faut respecter ton temps quoi. Tu leur fais gagner du temps en évitant les erreurs du début, mais c'est vrai que c'est long quoi, ça Ouais. s'assimile pas du jour au lendemain. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, je sais que nous les gens avec qui on échange, généralement ils veulent vraiment de rentabilité à tout prix, et après plus tu échanges avec eux, plus ils commencent à comprendre la logique qu'il y a ou le sous-jacent, et en fait après ils commencent à entendre raison quoi. Ouais. Risque rendement, enfin je veux dire, c'est partout pour tous les actifs, je pense pareil en bourse, c'est pareil. J'ai rencontré un mec il y a quelques temps en parlant de locaux commerciaux, ça m'y fait penser, brillant, franchement, un mec brillant, 75 ans je crois, qui possède beaucoup de locaux commerciaux, dont des stations de lavage, dont des stations essence, où en fait lui, il arrive, c'est un mec qui est très connecté politiquement, qui arrive avant tout le monde sur un terrain. Il achète le terrain à un paysan parce qu'il sait qu'il y a une route qui va se construire pas loin, etc. Parce que c'est l'ami de APRR ou de je ne sais quelle société de voirie. Il achète le terrain et il fait un bail amphithéotique pour Total, pour Marie Blachère, pour n'importe quelle enseigne que tu veux. Amphithéotique, tu peux définir? Amphithéotique, il me semble que c'est un bail de 99 ans. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre le locataire dehors et tu loues le terrain et ton locataire vient construire le bâtiment qu'il veut sur le terrain. D'après ce que j'ai compris, c'est bien ça. Vous me dites si je dis C'est des du conneries. très très long mais terme. L'amphithéo, c'est comme des bails agricoles. C'est enfin, pour des pas baux dire agricoles, infini ouais. en fait. Mais oui, t'as même du 999 ans. Enfin, c'est Ouais, Ouais, c'est je ça. savais pas que tu vois, moi j'aurais dit 99 ans aussi, tu vois, je savais pas que tu 99, il me Alors, semble. Bah, c'est ce qu'il au m'a Royaume-Uni, dit. j'ai hein. bossé, il y a eu du 999 ans. Ouais. 900. Ah ouais. Moi, j'ai jamais fait hein, ce type de bail, je connais pas du tout. Et il me disait, très très smart, que dans ses baux, il oblige le locataire à lui céder 10% du fonds de commerce. Ok. À chaque Ok. fois qu'il revend. Pour tout. Enfin, quel que soit le preneur. Quel que soit le locataire, Mm. il demande, il dit, bah, moi, pour vous louer ce terrain, cet emplacement, ce truc, vous me dites combien c'est votre mise de départ dans l'entreprise. Le mec va dire, bah, nous, on a un billet d'1 million d'euros pour lancer la station de lavage ou la station Total ou je ne sais quoi. Il dit, ok, bah, moi, je mets 100 000 et je veux 10% du capital. Ah oui, j'avais pas compris. Je pensais que c'était à la vente où il prenait un cut de Non, c'est 10%. 10%. Non, il est a- associé a avec tous ses 10% locataires. de tous ses locataires. Il est associé avec tous ses locataires et il appelle ça la minorité de blocage. Parce qu'en gros, dans les statuts, il demande à insérer une clause comme quoi pour les décisions majeures qui concernent l'entreprise, il faut 100% des droits de vote.
Et ce qui fait que le locataire ne peut pas faire une décision super importante sans consulter son propriétaire. Et je trouvais ça très smart. Mais je me suis demandé, si moi je l'obligeais à un locataire, comment je lui explique que je veux 10% du fonds? Tu vois, parce que moi je pense demain j'appelle... Il y en a qui vont dire non, t'as une déperdition forcément. Bah oui. Mais du coup, peut-être que t'en retiens 80% au lieu d'en retenir 100%. C'est ça. Mais tu gagnes plus. Exactement. Du coup, tu as un peu plus de vacances locatives parce que tu mets plus longtemps à trouver Exactement. le preneur. Et aussi, en s'adressant à ces grosses enseignes, tu vois, j'aurais peur que c'est juste, désolé, on est Total, on fait pas ça, tu vois. Ouais. On va pas s'associer avec vous sur si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Tu vois, ce genre de procédure Ouais, dans des bien grosses sûr. boîtes, autant avec une PME, tu peux parce que tu parles au patron. Oui. Mais avec une grosse boîte, j'aurais peur un peu de ces strates Et hiérarchiques où pourtant, c'est la décision de personne. Alors, il a des Total, après ce qu'il m'a dit, des magasins de jouets, il a des magasins de cuisine, des magasins de chaussures. Et d'ailleurs, quand il te parle, c'est assez marrant parce qu'il dit, nous, dans le groupe familial, on est dans la chaussure, on est dans le pétrole. Puis tu sais, au début, il me dit, on est dans le pétrole. Bah, ça veut dire quoi, on est dans le pétrole? Ça veut dire tu vends du pétrole? Il me dit, oui, je suis propriétaire de la station Total. Et en fait, au début, je me suis dit, ah ouais, ok, le mec, il était gérant du fonds de commerce de la station Total. Mais non, en fait, il a 10% du fonds et il est propriétaire d'immobilier. Pareil, il est propriétaire d'hôtels qui sont, je ne sais plus si c'est de l'Ibis ou je ne sais plus l'enseigne, ou du Formule 1, je crois, à une époque. Et il prenait 10% du fonds. Mais il joue le jeu, c'est-à-dire que si le fonds de commerce qui va louer l'établissement de l'hôtel, lui est propriétaire des murs, il y a besoin d'une mise de départ de 500 000 €, il met 50 000 €. Il joue le jeu. Et il est que actionnaire, mais pas gérant, donc il n'y a pas non plus de notion de responsabilité. Exactement. Parce que c'est ça qui me ferait peur, en fait, tu t'associes avec n'importe qui. Exactement. Et du coup, j'imagine qu'il en a un certain nombre. Et c'est donc exactement là, ce que je lui ai dit. voilà, Il m'a dit, mais de toute actionnaire, façon, monsieur Moirot, si je loue mon terrain à quelqu'un, je suis associé avec lui. Parce qu'il dit que vous le vouliez ou non, si son commerce ne marche pas, il ne paiera plus votre loyer. Si son commerce marche, il paiera votre loyer. Et quand vous allez l'augmenter, il n'aura pas de difficulté à faire les réévaluations et avoir le loyer qui augmente tous les périodes triennales pour les beaux commerciaux, tout ça. Bah, t'es corrélé, mais t'es pas associé. Moi, je vois le côté responsabilité légale. Tu vois. Ouais, tout à fait. Faut pas que Ouais, ça ouais, responsabilité t'es légale. gérant. Si, mais c'est là où je trouve, tu vois, trouvais ça l'immobilier, smart. c'est incroyable, c'est qu'en fait, t'as trouvais ça tellement de smart. montage. Enfin, tu vois, on a tous autour de la table, on a quand même, je sais pas, cumulé les années d'expérience, mais c'est assez impressionnant. Et en fait, t'en apprends toujours, quoi. Il y a toujours un mec qui va t'apprendre un truc et tu fais putain, ouais, j'y avais pas pensé, quoi. Ben ouais. C'est infini, en fait, c'est ça qui est cool. J'ai trouvé ça très smart. Vraiment, J'ai trouvé ça très smart. Vous, pour redonner un peu de contexte aussi, parce que vous étiez déjà passé sur la chaîne il y a pas mal d'années, je crois. Il y a 2 ans. Il y a ouais. 2 ans. Doit être Tu 2 ans. sais que ça, je pense que ça va faire quasiment 2 ans jour pour jour. Je crois que c'était en octobre qu'on était passé sur ta chaîne. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, on était dans mes bureaux à la maison de santé. Ouais. Toi, Antoine, qu'est-ce qui t'a... je sais que tu as un parcours plutôt d'ingé de base, Non, moi, c'est Charles qui est ingé, et moi je suis plutôt responsable. J'étais responsable financier, donc plutôt finance à la base. donc plutôt DAF, Ouais. on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est. Un poste de finance, quoi. Ouais. Comment tu t'es dit, tiens, je vais commencer à investir dans l'IMO, ça a été quoi le déclic de départ? Une rencontre, comme le mec que je disais tout à l'heure, un besoin, comment ça s'est fait? Bah déjà, moi je prends plus de plaisir à investir mon argent qu'à le dépenser. Tu vois, je prends plus Ok. de plaisir à me dire j'ai acheté un truc, ça va rapporter hypothétiquement tant d'euros dans quelques années plutôt que d'aller claquer, je sais pas, une bouteille de champagne en boîte, quoi. Donc Ok. j'ai toujours déjà eu cette mentalité un peu là de T'es gestionnaire. pas et- flambeur. C'est ça, et après c'est plus en fait en gros le jeu, quoi. Enfin franchement c'est un peu c'est stéréotype, mais c'est un peu le Monopoly, quoi. Tu sais, Ok. c'est un peu bizarre, mais t'as envie de toujours en avoir plus, et en fait du coup tu te prends au jeu, et en fait tu deviens passionné. Moi déjà de base j'aimais bien l'immobilier, c'était un truc qui m'intéressait, tu vois. Quand j'étais petit je me souviens, je regardais tu sais, les émissions, enfin je sais plus ce qu'il y avait, tu sais, Stéphane Plaza, les trucs comme ça, tu vois. Déjà Ouais. j'aimais bien l'immobilier, j'aimais bien le concept de faire des visites et tout ça, j'aimais bien ça. Et après en fait je trouve que ça combiné avec l'aspect financier, donc c'est ça qui m'a plu. Et après je trouve que c'est l'actif pour moi le plus prédictible pour entre guillemets s'enrichir. Ok. Et ça me plaisait bien aussi de me dire t'es pas en train de parier comme je sais pas au casino sur le rouge ou sur le noir, Ouais, bien sûr. en construisant de manière En disant, j'espère que durable, Monsieur Trump ne prendra pas la parole Ouais, c'est aujourd'hui. qui va pas mettre 100% de droits de douane à la Chine la semaine prochaine. Et en vrai tu te dis c'est aussi un truc que je trouve assez intéressant, tu maîtrises, alors ça va doucement mais tu maîtrises vraiment ton truc. Moi c'est comme ça que ça m'a plu. Et après en fait c'est la rencontre avec Charles où du coup lui il avait aussi un patrimoine de son Comment côté. vous vous êtes rencontrés de base? C'était au travail, on était collègues Ouais. de travail. Ok, donc toi dans la partie finance, toi Et en lui- tant qu'ingé, c'est ça? Ouais, c'est ça, travaux, ouais. Et En en tant gros, on s'est qu'investisseur, rencontrés c'est et marrant, puis on s'est dit, enfin moi, mon boulot, voilà, je commençais à en avoir marre entre guillemets parce que je trouve que voilà, la vie, il faut. Enfin, je trouve que j'avais vraiment envie d'entreprendre, j'avais envie Ok. de vivre ma vie entre guillemets. T'en avais marre d'être salarié. Ouais. Ok. Ouais, en fait, t'as la vie très prédictible en fait, où tu sais combien tu vas gagner dans quelques années à peu près où t'es. Et là, je me suis dit, c'est un bon moyen, tu vois, d'essayer. Voilà, j'essaye d'entreprendre, on verra ce que ça fait. Et puis, du coup, l'immobilier, c'était forcément
la chose que j'aimais, la chose où j'avais le plus de compétences. Donc, on a entrepris dans l'immobilier. Et en fait, du coup, tu commences avec un appartement. En fait, tu relèves la tête, tu en as déjà quelques-uns. Et puis, en fait, après, tu as acheté un immeuble. Et en fait, tu te retournes et tu fais putain, ça fait 70 lots en commun avec Charles, quoi. Ouais. Et après, du coup, la foncière. Enfin, voilà, c'est comme ça vraiment que moi, je me suis lancé. C'est petit à petit, sans trop penser, en fait, à. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu la mode de dire. Je vais monter une Non, boîte, ouais, investir avec de des dire je personnes vais être partout en rentier France. d'IMO et tout. Je me suis dit, je commence. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. Ok. Toi, Charles, raisonnement qui ressemble un peu ou toi, tu étais un peu dans le bâtiment, du coup, Ouais, déjà, c'est ça. parce que t'étais ingénieur structure. Ouais, BTP généraliste. BTP. Mais en gros, c'était une formation qui était vraiment axée vers le métier de conducteur de travaux. Donc, c'est un métier où tu as un peu tous les côtés. Tu as du technique, tu as de l'humain, tu as du financier. La maîtrise d'ouvrage. Et ouais, tu travailles avec des maîtres d'ouvrage, pour des maîtres d'ouvrage, du coup. Et en fait, c'était au début de me dire, alors c'était avant mes études d'ingé, les premiers investissements, mais c'était de me dire, en fait, avoir des revenus complémentaires, enfin, tu sais, c'est juste de capter déjà que ton capital peut te produire des revenus. Parce qu'en fait, quand on pense qu'il faut travailler, tu vois, pour gagner de l'argent, et ça fait partie des manières de gagner de l'argent. Toi, mais ça a pas été que ça le déclencheur. Ouais. Le raisonnement un peu mathématique qu'il y a derrière c'est ça. Ouais. C'est de comprendre, beau, je n'avais pas compris. Enfin, moi, je pensais que tu mettais de l'argent à la banque et que ça faisait 1 ou 2%, mais que jamais de la vie, tu allais t'enrichir avec ça, tu vois. Donc, du coup, une fois que tu as compris, tu le fais 1 ou 2 fois en disant, attends, mais si je fais ça, j'ai 300 € de plus par mois. Là, tu le fais, tu dis, attends, si je recommence, ça fait 600, mais c'est où la limite là? Et du coup, tu continues, après, tu t'associes, et puis un immeuble, et puis voilà, avec des hauts et des bas, hein, parce que en le faisant en parallèle du travail, tu sais, un CDI quand même qui est bien prenant. Le week-end, bosser le soir. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, il y a des moments qui sont plus ou moins faciles, et aussi le côté refus bancaire qui arrivait déjà à me démoraliser un petit peu à l'époque, où je me disais, ouais, bon, c'est plus possible. De toute façon, à chaque fois, j'avais l'impression que le prochain projet, c'était le dernier. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, bon, ça fait 5 fois que c'est le dernier, on va arrêter de réfléchir à ça, et on va juste avancer, et on verra bien où ça s'arrête. Et en fait, au fur et à mesure du parcours, on s'est rendu compte qu'il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que, oui, au début, quand tu es un particulier, il y a des normes d'endettement, le HCSF, tout ça, donc c'est le Haut Comité à la Stabilité Financière qui empêche les particuliers de trop s'endetter, et c'est bien, parce que si tout le monde se mettait des résidences principales beaucoup trop grosses, on recréerait la crise des subprimes, quoi. Comme en 2008. Donc du coup, c'est bien, mais par contre, si tu te professionnalises, tu t'associes, si tu fais des SCI, tu arrives à outrepasser ça, et ensuite, même en ayant outrepassé ça, il y a aussi encore d'autres plafonds de verre qu'on a rencontrés, et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour les casser? Et donc, c'est aussi à l'occasion d'une autre rencontre avec nos associés qui sont gestionnaires de patrimoine, qui eux cherchaient des gens comme nous pour créer un véhicule d'investissement. Et nous, on cherchait. Ouais. Et nous, on cherchait des gens comme eux, mais des faiseurs en qui ils pouvaient avoir confiance. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que voilà, c'est pas le loulou marchand de biens du coin. C'est ça, et eux, ça fait... Non, mais ça, on l'achète 100 000, on revend 200 000 demain, on fait 100 000 € de plus-value en 24 heures, je te le garantis, moi je connais le marché. Je connais ces gens. On en a tous rencontrés. Du coup, avec une vingtaine d'expériences dans le métier, avec un cabinet établi et leurs clients qui ont investi au capital de notre société, qui était au début naissante. Et en fait, c'est exactement, je rejoins ce qu'Antoine dit, c'est le Monopoly, c'est qu'on s'amuse dans ce qu'on fait au quotidien, et c'est la chasse au trésor, c'est que à chaque immeuble est différent, chaque localisation est différente. Tu vois, je suis en train de regarder un nouveau marché sur un nouveau département. En fait, en termes macro, ça me fait beaucoup penser à ici, à la ville de Chalon-sur-Saône. Mais en fait, en ayant mis les pieds dans la ville, ça n'a rien à voir, parce que le centre-ville, t'as vraiment un gros premium à être dans le centre-ville, et dès que tu sors, c'est beaucoup moins bien, alors que ici, finalement, à mon sens, il n'y a pas de premium à être dans le centre-ville piéton plutôt que 200 mètres plus loin. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que t'en apprends toujours. On le disait tout à l'heure par rapport au gars là, qui a 10% dans les fonds de commerce. T'apprends un truc, c'est infini en fait. C'est le principe de jeu infini qui est intellectuellement hyper stimulant. Donc au-delà du côté générer du patrimoine et avoir de l'indépendance, et c'est bien parce que du coup ça permet de faire ce qu'on veut de notre temps. Mais aujourd'hui, avec Antoine, on est indébauchable. Genre tu peux nous proposer ce que tu veux, les conditions que tu veux, le prix que tu veux. On fait vraiment un métier passion. On n'a à aucun moment besoin d'autre chose. Mais comme toi, tu vois, toi tu vas guérir des gens, t'as pas l'impression de travailler, je pense. Moi c'est pareil. Le matin je me lève. Enfin tu vois, je me souviens pendant les vacances, ma copine qui me dit faut qu'on prenne 3 semaines de vacances. Moi j'avais pas envie, tu vois. Je lui dis 2 semaines c'est bien, non 3 semaines. Et j'étais trop content au bout des 3 semaines de revenir travailler, tu vois. Alors qu'elle, c'était pas tout à fait la même logique, quoi. Elle aime son métier, mais c'est pas pareil, quoi. Et toi, pourquoi t'as commencé l'IMO, du coup? C'est fruit des rencontres, hein, j'ai déjà raconté assez souvent l'histoire d'un pompier, moi j'avais un cabinet de thérapie à la base, qui est venu en consultation, on en a parlé, il avait une super belle bagnole, je lui ai dit comment vous avez fait? Il me dit moi je suis pompier de métier, et puis je dis je savais pas que les pompiers gagnaient autant. Puis il m'a expliqué qu'il avait acheté un premier appart, qu'il avait retapé pendant ses week-ends, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis il avait une 50aine d'années, ce mec-là, à l'époque où je l'ai vu. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs. Et puis à 50 ans, il avait 40-45 lots, je crois, d'appartements, quasiment tous payés, ou en grande partie tous payés. Donc tu vois, à coût de 500 € de loyer par mois, tu fais 45 fois 500 par mois. Ça va. Ça te laisse de quoi vivre, quoi. Ouais, voilà, tu vis convenablement. Et c'est là où vraiment, moi, j'étais dans une conjoncture qui était particulière, où je bossais beaucoup. Je bossais tous les week-ends à côté de mes études pour financer en partie mes études et puis pour commencer déjà à investir. Mais curieusement, d'ailleurs, j'avais commencé à investir en bourse et dans le Bitcoin à l'époque.
Je vous parle de ça, c'était il y a 9 ans. Hein. J'étais en 15 première année euros. de médecine. 2014. J'étais en fin de première année de médecine, pendant les vacances entre ma première année de médecine et ma deuxième année de médecine. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, mais ça me parle beaucoup plus. Mes parents, qui sont de 2 professions libérales, avaient déjà fait un petit peu d'immobilier quand j'étais plus petit, donc ça avait été dans les discussions de table. Et puis, fruit du hasard, j'ai racheté un bien immobilier qui appartenait à mes parents, qui étaient en train de divorcer à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Mais pareil, jamais avec l'ambition de se dire, je vais en acheter 50, je vais en acheter 100, je vais en acheter plus que Et ça. je trouve, nous, à l'époque, c'était pas. En fait, tu pouvais pas. Enfin, tu sais, c'est un peu comme quand quand tu commences sur YouTube. Tu vois, à l'époque, les gars qui ont commencé, ils se disaient pas, c'est un vrai métier, on peut en vivre. Et je trouve que nous, quand on a fait de l'IMO, on était peut-être un peu. Enfin, je sais pas, mais moi, je me disais pas, je vais pouvoir vivre de l'immobilier. Tu vois, je me suis dit, Ouais. je vais acheter un appart. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que tu vois, il y a des gens qui prennent un peu le problème à l'envers en mode, moi, je veux vivre de l'immobilier alors qu'ils ont encore rien fait. Tu vois. Exactement. Et en fait, je trouve que le chemin, déjà, il se construit, quoi, parce que. Enfin, l'immobilier, on en parlait tout à l'heure, la gestion locative notamment, tu as des gens qui sont pas câblés pour faire de la gestion locative. Tu vois. Ouais, Enfin, bien moi, sûr. c'est vrai que c'est chiant. Des fois, à l'époque, tu es locataire, tu es en vacances. Enfin, je me souviens, une fois, j'étais dans le sud de la France. J'ai un appart à Dijon. La locataire, elle m'appelle, genre, il y a un dégât des eaux. Elle me dit, il faut venir, j'ai pas les clés. Bah, en fait, non, je suis dans le Bah sud, oui, je vais je pas peux venir pas, en quoi. fait. Et ça, c'est vrai que ça pourrit un peu tes vacances, on Ouais. va pas se le cacher. Et tu as Carrément. plein de gens. Enfin, c'est vrai qu'ils sont pas câblés pour ça. Donc, en fait, avant de dire je veux vivre de l'immobilier, fais déjà 1 ou 2 trucs, vois un peu comment ça répond et si tu es câblé ou pas pour continuer à investir là-dedans, quoi. Est-ce que vous pensez que l'immobilier est fait pour tout le monde? Oh non, je pense pas. Tu Enfin, penses ça qu'il y a dépend, des ça dépend gens- quelle forme d'immobilier déjà. Immobilier physique, là, t'entends. J'entends Gestion- l'immobilier gestion physique. directe. J'entends l'immobilier Ouais. physique que tu achètes Non, toi-même, c'est pas fait pour tu tout le passes monde. par En fait, quelqu'un. C'est pour moi le meilleur ascenseur social et générateur de richesse grâce à l'effet de levier bancaire. Ok. Mais par contre, il faut y mettre de son temps, de son énergie, prendre le temps de se former, d'apprendre, d'essuyer les plâtres, d'avoir des problèmes et de les régler. Donc, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a plein de gens Ouais. qui voudraient que le bon côté des choses. C'est quoi le pire profil? Jamais, imagine un pote à toi où à la fin de la soirée, tu lui dis écoute, je pense qu'il faut pas que tu investisses dans l'immobilier. Si tu devais décrire cet ami-là. Investir dans l'immo en direct, Ouais. je te dirais quelqu'un qui a un taux horaire anormalement élevé. Quelqu'un qui gagne vraiment Ok. énormément de par son un avocat activité. ultra UP, un consultant qui Et en fait, est... lui, il aura pas. Parce qu'en gros, tu vas commencer par un petit lot, tu vas pas commencer par un immeuble de 40 Ouais, bien apparts. sûr, bien sûr. Donc, du coup, le fait de commencer par un petit appart ou même un immeuble, tu vois, à 500 000 euros, comme on peut trouver par chez nous, Ouais. bah, finalement, ça vaut pas son temps. Voilà. Ok. Donc, pour moi, cette personne-là, elle a meilleur temps de maximiser son temps au Travailler travail, plus, voilà, potentiellement. exactement, d'épargner et d'investir son épargne. Et non, il y aura pas l'effet de levier, mais en tout cas, il y aura aucun temps à mettre en face, tu vois. Ouais. Ou acheter du clé en main, Ouais, c'est ça, ouais, ce que Comme, j'allais dire, euh, acheter du clé en comme main. vous, Ouais. vous avez fait pour Ouais. plusieurs clients. Mais il reste quand même une composante de gestion. Oui, Tu vois. oui. Bah ouais, mais après, Ouais. tu peux en Il y en a agence. beaucoup moins, mais il reste mais toujours. ouais, voilà. je suis d'accord. Ouais. Mais c'est sûr que le deal idéal que nous on cherche souvent, c'est avec des travaux, avec un peu de découpe, avec en fait avec du job, parce que tu vas créer De la valeur. ta plus-value. Voilà, tu vas créer ta valeur. C'est j'achète 100 000 euros, je fais 50 000 euros de travaux, mais à la sortie, ça vaut à la fin de mes travaux 200 000 euros. En gros, tu mets un coef sur la valeur que tu crées. Exactement. Et c'est Mais c'est ça, vrai ça que demande du temps. c'est clair. Ça Ça demande du demande temps. du Et temps. puis même, tu vois, pour faire l'IMO, bah, faut quand même du réseau aussi. Donc ça demande quand même pas mal Oui. de temps de construire ton réseau. Et je rejoins Charles sur ce profil-là. Moi, j'en ai un autre aussi. C'est des gars, tu vois, un peu jeunes qui veulent faire des gros multiples. Tu vois, genre, enfin, un gars Ok. qui va investir dans. Un gars qui te dit j'hésite entre le training et l'immobilier, Ouais, genre moi un je gars lui dis qui. bah fais pas d'immobilier. Non, mais clairement, tu vois, un gars qui dit, je sais pas, je vais investir dans la dernière crypto-monnaie à la mode parce que je vais faire x100 la semaine prochaine et après je pars à Dubaï et je vis de mon x100. Moi, je pense que c'est pas quelqu'un qu'il faut qu'il fasse de l'IMO parce que l'IMO, en fait, c'est quand même plutôt pour des gens qui sont Ouais. patients, Des paysans. bons gestionnaires. Non, mais en vrai, c'est vraiment. Ouais. Moi je trouve que c'est fait pour des paysans. Enfin moi je trouve que Mhm. l'expression qu'on a par chez Ouais. nous du bon sens Ouais. paysan, un mec qui a du bon sens paysan, ce sera ou une nana d'ailleurs qui a un bon sens paysan, ce sera quelqu'un de plutôt performant je trouve dans Ouais, je l'immobilier pense. Ça, c'est le physique. parallèle avec la nature en fait. Quand tu Mmh. plantes des graines, elles vont pas pousser en 5 minutes. Donc non, bah, c'est Exactement. pas, tu vas pas Exactement. cliquer sur un bouton 2 fois et dire tac, j'ai gagné 2 millions. Non. Mais par contre, oui, en 10 ans, tu peux avoir ce patrimoine brut et puis 15-20 ans plus tard, il sera net. Et voilà. Mais ça fait rêver personne en disant ça. Personne je sais pas mais Si, moi, ça me fait rêver en vrai. Mais en tout cas, ça fait pas rêver le mec qui a 18 ans, qui joue à Fortnite toute la nuit et qui voit, je sais pas quel mec qui dit ah mais investissez dans telle start-up, Ouais. dans mon club. Je Mm. ne vise absolument personne en disant ça, hein, évidemment. Il y en a plusieurs maintenant, tu dis personne. Il y en a beaucoup. il y Non, en mais a en fait, beaucoup. le problème aujourd'hui, enfin, tu vois, sans faire le vieux con, mais il y a une génération, tu vois, où de l'argent facile, de l'argent rapide, tu vois, et en vrai, bah oui, c'est vrai que l'IMO, c'est pas ça, c'est pas de l'argent facile. Tu peux faire des flips en marchant, etc., mais c'est déjà des années d'expérience. Enfin, tu vois, je Ouais, pense qu'il faut oui. pas se lancer en marchant directement. Et tu vois, je me dis,
Aujourd'hui, dans la société où tu vois les gens, ils ont envie d'argent facile très vite, bah ouais, c'est pas l'IMO, tu vois. Enfin, des mecs qui veulent faire de la crypto, des mecs qui veulent faire, je sais pas, monter. Voilà. Enfin, c'était quoi? C'était tu manageais des meufs sur OnlyFans, mime et tout, tu vois. C'est OFM, OnlyFans Voilà, Manager. ça. C'est Et genre ça. les gars, ils font soi-disant des multiples, ils te montrent les comptes et tout. Enfin, bah pour moi, tu vois, c'est pas, voilà, c'est. Ouais. Redescendez sur terre, quoi. Mais les gens, ils veulent en fait, ça me fait penser parce que tu disais Fortnite, c'est overnight success. C'est en gros de Ouais. dire demain c'est fait. Demain, ça y est, je fais un trade, un truc et ça y est, ma vie elle switch. J'ai pris Le loto. X millions. Ouais, c'est ça. C'est la richesse et ça existe des gens qui ont fait des sûr. belles plus-values, notamment en crypto. Et le problème, c'est que c'est le syndrome le biais du survivant. C'est que tu vois ceux qui l'ont fait, tu vois pas tous ceux qui sont juste perdu de l'argent. Ouais. Et du coup, bah, tu t'accroches à ça en disant je vais faire pareil. En plus, lui, il l'a fait il y a 3 cycles. Toi, tu essaies de le faire maintenant, ça marche pas. Donc, voilà. Et en fait, à vouloir viser trop, bah, on fait rien ou on fait mal ou on perd. Alors que d'être prudent, d'avoir le bon sens paysan, de se dire je plante des graines, on va attendre, on va laisser passer les saisons, c'est là que ça porte ses On fruits. travaille sa terre. Ouais, et en plus, si tu le fais sur du long terme, mais ça écrase même tout. Ouais, Parce qu'en ouais. fait, l'accident de richesse que tu as eu avec la crypto, tu sais pas le refaire. Ouais, Alors qu'en ouais. fait, planter une graine, attendre qu'elle pousse et puis cueillir les fruits, ça tu Tu sais peux le le faire. faire en série. Et tu peux le faire de plus en plus grand, tu peux l'industrialiser, et en fait, à la fin, ça fait plus. Et c'est Ouais. plus prédictible et c'est moins risqué. Donc pour moi, il y a que des bonnes raisons de le faire. Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, quand tu fais de l'IMO, ce qu'il faut dimensionner, en fait, ce que t'aimes, c'est la quête, en fait. Oui. C'est comment t'arrives. En fait, tu fais pas de l'IMO pour devenir riche. Tu fais de l'IMO parce que t'aimes l'IMO. Ouais. C'est ta quête, t'es trop content parce que comme nous, tu vois, on n'a pas l'impression de travailler. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, bon, oui, t'es très très bien dans la fin de ta vie, quoi. Mais il faut quand même aimer la quête. Tu vois, les gens qui veulent directement arriver Ouais, ouais. à la fin. Enfin, tu vois, je compare un peu à genre, tu joues à GTA, tu vois, tu fais le cheat code, tu peux tout acheter. Ouais, c'est marrant en 10 minutes, Ouais, mais au bout d'un moment, mais si tu t'aimes te bien saoules, faire le tu vois. mode histoire, Mais tu fais le mode histoire, tu construis ta vie, enfin, tu Acheter construis, des trucs. t'achètes ta maison de plus en plus Ouais. grosse et tout. Mais c'est ça qui est trop bien. Moi, j'ai Ouais. L'IMO dans non, GTA. mais c'est ce que j'adore. Ouais, moi, pareil. Déjà, quand j'étais petit, Pareil. tu vois, les Sims, les machins comme ça, moi, c'est ce que je kiffais, tu vois. C'était, ouais, c'est un petit parallèle GTA IMO, tu vois. Mais ce qui compte, ce qui est intéressant, c'est en fait de construire ta vie. En fait, c'est pas juste d'arriver à la fin et boum. Ouais. Mais tu vois, il y a un débat d'ailleurs, ça faudra. Voilà. J'aimerais bien vous poser la question. Tu vois, j'ai un débat pas mal avec des potes. C'est genre demain, tu gagnes à l'euro million. Tu vois. Moi, par exemple, jouer à l'euro million, ça m'angoisse parce que j'aimerais pas demain gagner 100 millions d'euros. Parce que pour moi, ah ouais, moi ça me. Toi, ça t'es va. Ouais, franchement, ça me mais moi, pour moi, dérangerait tu vois, pas. ta vie, elle est finie en fait. T'as genre Ouais. 100 millions, 200 millions. Tu fais quoi? Tu fais le tour du monde 4 fois. Ah, T'achètes. franchement, il y a tellement de trucs que j'aimerais faire. Tu vois, moi j'ai un rêve depuis tout petit, c'est de monter un orphelinat. J'avais Ouais, un- tu fais du coup, tu pars un peu dans le bénévolat et tout. Bah toi. ouais, c'est-à-dire que tu peux te permettre de faire des choses pour les autres sans compter à ce qui reste dans ta bourse, chose que tu peux pas faire aujourd'hui. Enfin, moi demain, je dois monter un orphelinat, ça coûte 1 million d'euros. Ça va me demander des sacrifices énormes, tu vois, à mon Ouais. niveau. Alors, parce que peut-être je suis pas encore assez riche, enfin, c'est sûr que je suis pas assez riche, mais demain je gagne 100 millions d'euros. J'ai l'histoire d'un copain qui était mon meilleur ami de collège, voilà, qui avait été adopté, qui connaissait pas ses parents, tout ça, qui est tombé dans une famille un peu moyen. Et je me dis, putain, ce mec-là, vraiment, c'était un mec brillant. C'était vraiment un mec intelligent et qui aujourd'hui a une vie d'une qualité pas terrible, mais pas à cause de lui. Et je me dis, tu vois, de restaurer les chances, en tout cas, c'est un goal dans ma vie. Mais demain, je gagne 100 millions d'euros, mais ça, tu vois, tu peux le faire à grande échelle et il y a plein de choses que tu peux faire comme ça, quoi. Ouais, de l'aspect. Ouais, ça, je suis Tu d'accord. vois, Mais c'est moi- pas que centré sur Ouais. ton jeu à toi, mais Ouais. tu dis, ok, bah maintenant, je vais aussi aider les autres à jouer leur partie. Ouais, je suis Parce d'accord. que je peux me le permettre. Ça, je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, tu vois, enfin, si j'avais une énorme somme qui tombait, ça serait à peu près la même chose. Mais j'aurais peur d'être perverti par l'argent en me disant, Ouais, ouais, ok. tu sais, puis t'es proche. Devenir un vieux con, ouais, quoi. Ouais, puis tu sais, te dire, bah vas-y, je vais faire le tour du monde. Puis tu sais, tu tombes un peu dans la spirale en mode, tu sais, tu veux des trucs de luxe qui n'ont pas forcément Un d'intérêt. salaud de riche, comme on dit sur Ouais, les ouais, réseaux c'est ça. sociaux. Et en vrai, ouais, moi je pense que ça serait aussi via le bienfait des autres que tu vois. Enfin, tu vois, je réfléchis aussi aujourd'hui, tu vois, bah là, en gros, notre vie, bah on fait de l'immobilier, mais est-ce que je vais faire ça pendant encore 50 ans? J'en sais rien, tu vois. Et à un moment de ta vie, qu'est-ce que tu vas vouloir faire, tu vois? Et c'est vrai que moi, tu vois, aider les autres, monter une association, etc. Tu vois, moi, par contre, c'est les enfants. Les enfants, ça me touche, tu vois, c'est un truc. Et je me dis, j'aimerais bien créer un truc pour, voilà, pour les enfants. Je sais pas encore Ouais. comment j'y pense, tu vois. Tu dis, allez, avoir le temps. Ouais. Sans te soucier de l'argent pour Ouais. aller faire un peu d'humanitaire, pour, je sais pas, créer une école au Burkina Faso. Enfin, Ouais. j'en sais rien, je prends Ouais, des clichés, ouais. hein, mais... Non, non, mais ça, c'est un truc, tu vois, ça pourrait m'animer, ouais. mais ça change vraiment la vie des gens. Mais tu vois, là, j'aimerais pas. Enfin, je me dis à 30. Là, je vais à Tu penses que 33 ans. tu saurais pas gérer? Ouais, j'aurais peur de me dire. En fait, ouais, faire une grosse dépression, tu vois. Tu sais, en mode Ok. vraiment, genre. Le jeu il est fini. T'as Ok. le cheat code et tu peux plus. Ouais, bah, un peu le parallèle de GTA tout à l'heure, t'as le cheat code, tu dépenses tout pendant, genre, je sais pas, quelques heures, bah là, du coup, quelques années, hein, mais tu sais, et pendant, je sais pas, 5-6 ans, puis en fait, à la fin, t'es là, limite, bah, ok, j'ai T'as plus dépensé, de but, j'ai tout fait. ouais. Non, mais ce qui est cool dans la vie, je trouve, c'est Parce qu'il y a d'avoir un but, la tu vois. quête, Regarde, tu toi, disais. t'as acheté ton château, bah, c'était, tu vois, un objectif. Ouais. Et peut-être que t'as envie, je sais pas, un jour de le revendre pour acheter un truc encore plus gros, ou je sais pas, faire des projets de travaux, etc. Et du coup, ça te donne des objectifs, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors que si t'as tout d'un coup, là, tu te fais ton château, genre, le rêve de ta vie.
Mais dans 10 ans, tu fais quoi, tu vois? Surtout quand t'es jeune, en fait. Quand t'as 60 ans et que tu touches de l'argent, je pense que c'est pas pareil. Mais quand t'es jeune, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est que via l'association, quoi. Ouais. Toi, Charles? Demain, je touche 100 millions. Déjà, j'espère qu'on ne le saura pas, sinon on va venir me couper des doigts chez moi. Et non, pour le coup, en fait, je serais partagé parce que ça te donne une responsabilité de bien les employer, ces fonds. Et en gros, moi, aujourd'hui, j'ai une voiture, elle me va, tu vois, elle a 230 000 km, j'ai pas envie de changer. Et si je change, si elle me lâche, c'est pour la même. J'ai pas, tu vois, on en parlait récemment, mais j'ai pas de rêve en tant que tel, auto-centré, tu vois. Un truc que j'ai envie de réaliser. T'as pas un rêve matériel, tu veux dire? Ou un voyage, non, pas spécialement. Non, vraiment, si je dois creuser, je vais te dire des trucs, mais ça me vient pas comme ça, tu vois. C'est pas des frustrations. Tu le fais si t'as, mais... Ce qui est plutôt bon signe, pas du tout. Tu veux pas un Mangusta de 50 mètres de long un Mangusta, c'est une marque de bateau mais tu sais, à turbine. Je regarde des vidéos de ça parce que je suis curieux de voir ce que les mecs vont inventer et tout. Dans les méga mansions là, qui font 2000 mètres carrés, j'en aurais jamais. Mais c'est intéressant à regarder pour te dire qu'est-ce qu'ils ont encore inventé comme feature plus ouf qu'avant. Bref. Et donc, du coup, non, pas envie de ça. Et en fait, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que j'ai pas de frustration dans ma vie aujourd'hui. Tu vois, par rapport à un équilibre et par rapport au travail ou par rapport à l'argent, tu vois, j'ai pas de frustration par rapport à ça. Et du coup, je peux être assez aligné avec ce qui me fait vraiment envie. Et ce qui me fait vraiment envie aujourd'hui, c'est de développer la foncière. Donc la première partie, ça serait de mettre une partie du capital dans la foncière. Mais par contre, pas la totalité, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a en gros 7 millions d'actifs dans la foncière, t'en poses 100 dessus. Enfin, tu vois, on n'aurait pas le temps de les déployer de manière logique, parce qu'on n'a pas l'habitude de sourcer ce volume de deals. Donc, pour les déployer, on finirait par mal les allouer et mettre trop de temps à les allouer, donc ça viendrait dégrader la perf. Mais en tout cas, il y en aurait une partie qui serait là-dedans et je continuerais d'opérer dedans. Et par contre, en parallèle, je vous rejoins un peu sur le côté générosité, mais peut-être plutôt axé, pourtant je suis pas spécialement écolo, mais plutôt axé sur l'environnement. Parce qu'en fait, j'ai déjà eu cette réflexion, tu vois, de me dire, si tu dois contribuer, tu peux contribuer aux humains qui sont vivants aujourd'hui sur Terre, ou tu peux contribuer à tous les humains qui sont vivants aujourd'hui sur Terre, et tous ceux qui vont vivre encore si tu contribues. L'écologie. Côté environnemental. Ils sauvent la planète, quoi. Juste ils sauvent la planète. Et du coup, non mais justement, c'est très compliqué 100 millions, de dire. Ça va pas suffire. Mais tu sais comment il faut faire. Enfin, du coup, je me suis renseigné, tu vois, de quelle est la meilleure allocation de fonds pour faire du bien. Et ben en fait, c'est pas tout de suite de dire je les pose là et ça fait du bien. C'est d'investir en recherche et développement pour faire de l'innovation, pour avoir des nouvelles technologies ou autres des innovations dans tous les cas qui vont contribuer à ça. Et peut-être que d'autres vont les mettre en application. Et en fait, de dire que, étant donné que tu as gagné cet argent, tu peux te permettre de le cash burn, en fait. Tu peux te permettre de le perdre. Alors que tous les acteurs autour de la table qui sont rationnels, alors tu as peut-être des subventions des États, mais tu vois, c'est plutôt des acteurs rationnels où on se dit que si la proba de succès c'est 3%, on va pas balancer 20 millions à R&D pour les perdre, tu vois. Alors que toi, tu peux te permettre de le faire pour potentiellement avoir cet impact. Voilà. Donc tu serais plutôt du genre à dire, allez, je monte un peu un fonds d'invest pour investir dans la recherche scientifique, c'est ça, contre les maladies, l'écologie. Et pourquoi pas justement utiliser ton parallèle de club d'investissement pour dire d'autant plus j'investis mon capital, mais j'amène des gens avec moi pour le faire en plus gros. Parce que j'ai l'influence et la capacité de... Et pourquoi pas, mais dans le vrai idéal de l'idéal, c'est que ce soit uniquement les intérêts de ce capital qui payent ça. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de j'ai mis 20 millions et en fait j'avais 3% de chance que ça marche et si ça marche pas, ils sont perdus. C'est j'ai X% de fruits de mon capital qui sont placés sur différents placements, dont la foncière, et qui permettent de payer tous ces gens qui font de la R&D, mais à l'infini en fait, pendant 1000 ans si tu veux. Donc du coup, tu augmentes encore la probabilité de succès. Moi je suis en train, donc moi j'ai fini mes études hier, comme on a discuté juste avant, enfin fini, il me reste encore ma thèse à passer, mais j'ai fini mon dernier jour en tant que fonctionnaire hier. Et je me suis alloué dans mon planning du coup de médecin libéral à partir de, pas la semaine prochaine, parce que je suis en vacances la semaine d'après, 2 après-midi dans la semaine pour faire de la recherche. Parce que c'est un truc qui m'a toujours botté. Et voilà, moi je suis très axé sur des bases de données. Donc moi, mes patients, ils sont dans des bases de données qui sont chez moi sur mon logiciel, où je sais quels résultats ils ont eu. Je leur refais des tests, je les revois à 3 semaines. Moi je fais beaucoup d'infiltration, donc d'infiltration sous guidage échographique. Tout ça, c'est des choses qui sont assez novatrices. Et on a tendance à faire de plus en plus de micro-invasifs dans la médecine, puisqu'on veut éviter l'anesthésiste, on veut éviter la chirurgie, principalement parce que ça coûte un pognon monstrueux et qu'il faut qu'on fasse des économies, et aussi parce qu'on s'est rendu compte que d'ouvrir les gens, souvent derrière ils peuvent faire des vilaines cicatrices, ils font de l'algodystrophie, ils font plein de problèmes. Et ces 2 demi-journées là, j'ai eu la discussion avec un collègue qui me dit mais attends Tim, quand tu vas faire de la recherche pendant ces 2 demi-journées, tu gagnes pas d'argent. Je dis non, en faisant de la recherche je gagne pas d'argent. Ouais, mais du coup ça te coûte de l'argent en fait. Je dis mais ça me fait plaisir, et puis c'est ce qui permet aussi, nous, dans le domaine médical, de faire grandir ta notoriété dans une matière, de pouvoir publier dans des revues scientifiques, travailler avec des unités de recherche, tout ça. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. C'est ce que me dit ce collègue. Je vais faire des visios à 10 minutes. Et je trouve que
Aujourd'hui, je remercierai jamais assez le Timothée d'il y a 9 ans en arrière, quand j'ai fait mon premier investissement qui était super flippé. Je me rappelle, je n'endormais pas la nuit. Enfin, c'est stressant quand tu l'as jamais fait. Parce que grâce à ça, je peux me dire que je bosse moins pour faire quelque chose qui me fait plaisir et qui rapporte rien. Et ça ne change pas l'équation pour moi à la fin du mois. C'est-à-dire que de prendre ces 2 après-midi où je vais prendre 3-4 heures de mon temps pour faire de la recherche, écrire mes articles en anglais, contacter des magazines médicaux pour pouvoir publier les fruits de ce que j'ai travaillé et innover dans ma matière, qui est l'appareil locomoteur en l'occurrence, ça ne va pas m'empêcher de partir en vacances. Ça ne va pas modifier la maison que j'ai. Ça va pas, c'est pas ça qui va faire que je vais faire un plus petit cadeau à Noël à mes enfants. Et je trouve que l'immobilier, et pour revenir à ta question de tout à l'heure de pourquoi j'ai commencé, moi, ça a toujours été pour la liberté. Ouais, je suis d'accord. Ça a toujours été pour le fait de dire, demain, si je ne veux pas me lever parce que j'ai envie d'emmener mes enfants à la crèche, eh bien, je peux le faire et ça ne change rien pour moi. Et la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La plupart des gens, ils disent, je ne peux pas demain ne pas me lever et ne pas aller travailler. Moi, en tout cas, ça a toujours été ma ligne directrice, plus que l'aspect, je pense, entrepreneurial. Comme on disait, le bon sens paysan et l'axe que vous avez pris, vous, qui, en tout cas, à l'heure actuelle, me séduit moins. Peut-être que j'y reviendrai en vieillissant, mais en tout cas, en ayant 2 petites filles jeunes à la maison, je suis content de pouvoir aujourd'hui travailler moins, surtout maintenant que j'ai fini mon cursus, pour rentrer plus tôt à la maison et plus profiter d'elle. Non, mais de toute façon, pour moi... Enfin, j'en suis à cet état. Alors, il y en a plein j'ai plein de copains qui me disent « t'es déjà vieux, on dirait que t'as 40 balais, que t'as 50 balais et tout. Ça y est, tu roules en Peugeot, un break, ça y est, c'est la fin, quoi. » Mais ouais, j'avoue que j'en suis vraiment à cette étape-là de me dire « je rentre à 17h30 le soir chez moi. » Alors, je commence assez tôt, mais du coup, je finis tôt par rapport à la plupart des professions libérales. Et ça, c'est une réussite. Franchement, c'est un critère de réussite pour moi, c'est ça, ouais. Mais c'est que pour acquérir cette liberté, tu as accepté d'en perdre par le passé. Exactement. Et c'est souvent là, on ça m'a coûté. Au raccourci, tu vois, les gens qui veulent direct la liberté. Bah non, accepte d'en perdre, peut-être qu'après tu en auras. Ouais. Mais si tu n'acceptes pas le sacrifice du début, mais comme dans plein de trucs, comme dans le sport, faut s'entraîner, c'est dur, mais c'est comme ça qu'on a des résultats. Il y a beaucoup de gens qui sautent pas le pas. Bien sûr. C'est ça, de toute façon, mais c'est super dur. Et le vrai luxe, je suis d'accord avec toi, pour moi, le luxe extrême, c'est qu'en fait, c'est pas l'argent qui dicte ta vie. Ouais. Et ça, c'est ouf, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ça, mais même peu importe le niveau de richesse que tu peux avoir, parce que je pense que tu as des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais qui ont besoin, enfin, tu sais, qui se sont mis des coûts fixes de, je sais pas, 20-30 000 euros de coûts fixes par mois pour, en fait, assurer un certain train de vie, payer la maison, etc. Et en fait, du coup, l'argent, eux, dicte leur vie. Alors, et en vrai, tu vois, le luxe, c'est de te dire, comme tu dis, je sais pas, demain, j'ai envie de prendre du temps avec mes enfants, je peux le faire. Et ça va pas m'entacher sur le fait, des dépenses, les cadeaux, etc. C'est un non-sujet, quoi. Bien sûr. Je pense même qu'il y a un piège dans la vie par rapport à ça. J'ai le cas d'un copain à moi qui est chirurgien dentiste. Voilà, je ne sais pas combien il gagne, mais il doit prendre entre 20 000 et 30 000 euros de REM par mois. À chaque fois que je le vois, il est épuisé. Sa femme, elle est tout le temps en train de râler qu'il n'est jamais là. Il a une relation avec ses enfants, lui-même le dit, je le cite, qui n'est pas exceptionnelle, parce qu'il n'est pas assez là. Et quand je lui dis, mais attends, pourquoi tu ne réduis pas un peu la voilure ? Il me dit, mais Tim, je ne peux pas. Je dis, mais comment ça tu peux pas ? Enfin, t'es chirurgien dentiste installé à ton compte, t'as 6 assistantes au cabinet, enfin, tu peux pas me dire que tu peux pas. Il me dit, si, parce que voilà, la maison, j'ai 4 000, 5 000 euros de crédit par mois. Et puis, on a mis nos enfants dans une école privée, dont le plus grand qui est au lycée du Parc à Lyon ou je ne sais où il y a des études à payer. Et puis, ma femme ne travaille pas, parce qu'au début, on s'est mariés ensemble. Elle voulait s'occuper des enfants, puis au final, elle n'a jamais repris d'activité. Et puis, j'ai mon appart à Courchevel. Et puis, j'ai mon appart à Saint-Trope, où on va tous les étés. Et puis, j'ai fait 3 Pinel. Et puis, j'ai fait 3 Pinel, en l'occurrence. Tu vois, le mec, il a acheté des appartements à Paris qu'il n'a jamais visités. On lui avait promis qu'il faisait des économies d'impôts. Il n'en fait pas. Et puis, j'ai une collaboratrice que je viens de recruter. C'est vrai qu'elle fait pas grand-chose au cabinet, mais je lui ai fait un CDI tout de suite. Mais pourquoi t'as pas fait un CDD ? Oh, mais je sais pas, je voulais pas me faire chier avec ça. Et donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, le mec, il dit à la fin du mois, il me reste pas grand-chose par rapport à ce que je gagne. Et il me dit, et je peux pas trop ralentir maintenant parce que il faut que tout ça... Il faut que ça tourne, quoi. Il faut que ça tourne. C'est la rat race du 0,1%. Voilà. Et le mec, il s'est fait un cabinet, je vous jure, moi je trouve ça un truc de malade, mais le mec, il s'est fait un cabinet dentaire où ça lui coûte une fortune par mois. Parce que les meubles, il a voulu mettre du roche-beaubois, que son fauteuil, il a voulu se faire plaisir, un fauteuil dentaire, j'ai aucune idée de combien ça coûte, mais admettons que ça coûte 15 000 euros l'installation. Lui, il a pris le truc à 50 000, tu vois.
Mais du coup, ça, plus le crédit bail sur ce truc, plus ça, plus le personnel, plus la secrétaire, plus le... Et en fait, il se rend compte que, putain, on fait des énormes chiffres d'affaires, mais quand on calcule ce qu'il nous reste à la fin du mois, bah, plus ses charges fixes à titre perso, plus en plus la fiscalité, parce qu'il est en tant qu'entrepreneur individuel. Et moi, quand je lui parle de CELAR, de CELAS, de tout ce qui existe pour optimiser sa fiscalité quand on est profession libérale, ça lui passe au-dessus de la tête et je vois que je lui parle japonais et qu'il ne comprend rien à ce que je lui dis. Alors que ça lui paierait 2 assistantes. Exactement. Exactement. Et ben, ça fait qu'il se lève tous les matins et il n'a plus le choix. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit quand il était plus jeune, et je sais parce que j'étais au lycée avec lui, je vais faire dentiste. Et pas parce que je suis passionné de dentisterie, parce que l'ami de mes parents qui est dentiste, il a une super belle bagnole. Ça a été une de ses motivations et honnêtement, je pense que c'est la motivation d'une bonne partie des gens qui travaillent dans la sphère de la santé. Ouais, dans les spécialités, tout le monde veut faire dentiste. Alors je ne parle pas des infirmières, des aides-soignantes, tout ça, parce qu'elles sont payées une misère et c'est un scandale. Mais dans tout ce qui est dentisterie, corps médical, tout ça, je pense que c'est pas la majorité des gens qui le font de base pour aider les autres. Il faut obligatoirement vouloir aider les autres pour le faire. Mais je pense qu'il y a une bonne part de motivation qui est par rapport au confort de vie aussi. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui finissent leurs études de santé, si tu leur dis, tu es payé pareil et tu fais autre chose, il y en a plus de 50% qui font autre chose. Okay, ouais, c'est un problème ça. C'est des stats, hein, c'est des vrais stats. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Hein. Tu dis confort de vie parce qu'eux pensent qu'ils vont avoir du confort de vie, mais exactement. En fait, c'est un confort matériel. Exactement. Mais ton équilibre de vie, il est pourri, enfin, il est flingué. Quoi. Exactement. Et c'est exactement ce que me dit ce copain. Ouais. Tu vois, qui était avec moi au lycée. On était en plus dans le même lycée, dans la même classe. On a le même âge, je crois qu'il a juste 1 an de plus que moi. Et aujourd'hui, il me dit, putain, mais en fait, je pensais pas que c'était comme ça. Et c'est pas comme ça que l'ami de mes parents qui était chirurgien dentiste m'a vendu sa vie. Ça lui a montré le bon côté, ouais. Il montrait le bon côté, exactement. Et je pense qu'il y a quand même une manière de gérer les choses où tout le monde, encore une fois, le bon sens paysan, la réflexion par rapport à tout ça, il y a une bonne façon de faire les choses et il y a une mauvaise façon de faire les choses. Et pour le coup, lui, je pense qu'il n'a pas pris la bonne façon de faire les choses. Et aujourd'hui, il est bloqué. C'est trop tard, quoi. Il est bloqué. Il s'est dit, bah, de toute façon, je passe ma vie à bosser, donc quand même, j'ai le droit au bon fauteuil. Mais du coup, le bon fauteuil coûte cher, donc il faut bosser plus. Mais du coup, je suis fatigué, puis je vois pas mes enfants. Exactement. C'est un cercle sans fin, quoi. Exactement. Et c'est le cliché du professionnel ou de la professionnelle. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la profession médicale sortante d'études, ce sont des femmes. Hein. Donc aujourd'hui, la plupart des médecins sont des femmes. Donc on a tendance à donner dans le cliché, et c'est un mauvais cliché, le dentiste ou le toubib, ça va devenir la dentiste ou la toubib de plus en plus. Et les femmes sont beaucoup moins matérialistes, je pense, que les hommes dans notre profession, donc il y a moins ce truc-là. Mais il y a beaucoup de gens qui sortent et qui se disent « Putain, j'ai fait 10 ans et c'est ça ma vie ». Ah bah moi, j'ai encore une fois le cas d'un autre copain qui est médecin urgentiste et il m'a dit « Ah non, mais moi, tu me donnes la moitié du salaire que je gagne à l'hôpital, j'ouvre un bar à Bordeaux, au bord de la plage, et je passe mes journées en tongue ». Mais je me dis, attends, le mec, il a fait 10 ans d'études pour être là. Il a fait un attestat. Et en plus, lui, il a fait une thèse de sciences. Donc, il a fait 2 thèses. Il a une thèse de médecine, une thèse de sciences. Je suis de garde avec lui. Il est minuit, un soir aux urgences où il y a pas mal de monde. Et il me dit, putain, mais si tu me donnes un bar, je gagne la moitié de ce que je gagne là pour servir des gambas sur la côte et que je suis en tongue toute la journée, je signe tout de suite. Et là, tu te dis... il y a quand même un problème dans... Enfin, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'équation ? Est-ce que c'est les études ? Est-ce que c'est la profession qui s'est dégradée parce que les gens sont plus exigeants ? Mais ça ne devrait pas être comme ça, je pense. Ça devrait pas être comme ça. On devrait être super content de se lever le matin, d'aider les gens. Et je pense que ce n'est pas facile et de moins en moins facile, mais ça devrait être comme ça. Donc il y a des révélations qui peuvent se faire à un moment donné, je pense. Et ce qui est triste, c'est ceux qui n'ont pas anticipé et qui ne se sont pas créés des revenus alternatifs. Bien sûr. Et bah en fait ils ont plus le choix, c'est-à-dire que là à la limite ton exemple, bon bah quand l'Épinel et tout c'est remboursé, il y aura peut-être un petit peu de loyer, mais pas à hauteur de son train de vie en fait, pas à hauteur de... Et même les 3 maisons, une fois que c'est remboursé, il y a les frais, les charges, tout Bien ça, sûr. Donc c'est sans fin. Et il y a aussi peut-être le côté, tu vois, j'imagine, tu vas me dire si c'est le cas, mais tu sais de personnes qui ont ces niveaux de revenus et qui du coup se valorisent par rapport à ça, parce que c'est une réussite, et donc... et donc valorise le fait d'avoir des revenus du travail. Pour le coup, un peu l'inverse de ce que tu vois sur Internet en mode je veux de l'argent sans rien faire. Bah là, c'est plutôt je suis le meilleur, je gagne énormément d'argent, donc me fais pas chier à investir parce que en fait, c'est moi le générateur de valeur. Tu vois. Ouais. C'est moi qui nourris la famille, c'est moi qui fais, tu vois. Et du coup, on va pas prendre le temps non plus de penser à l'après ou à l'autrement si jamais un jour tu as envie d'arrêter ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai un autre exemple en tête, un pédiatre chez qui je suis passé en stage, pédiatre libéral. Et puis qui bosse énormément. Franchement, il commence à 7h le matin, il finit à 20h le soir et il a une 60aine d'années.
Puis un jour, on discute un peu entre deux patients et je lui dis, il s'appelle Ziad en l'occurrence, je lui dis Ziad, mais pourquoi tu bosses pas moins? Enfin, tu vois, je vois que tu es fatigué, je vois que tu bois 3 ou 4 tasses de café dans la demi-journée pour tenir le coup et tout, que tu trouves que tu vas trop vite, que tu vois trop de monde. Effectivement, il avait un gros rythme de travail. Il me dit, mais Timothée, je peux pas. Je dis, bah, pourquoi tu peux pas? Il me dit, bah, parce que moi, il faut que je paye la maison. En l'occurrence, sa compagne était sa salariée, c'est elle qui faisait le secrétariat du cabinet. J'ai 2 enfants que j'ai eu tard qui sont en études. Il y en a une qui ne travaille pas parce qu'elle fait de l'humanitaire, mais il faut quand même lui payer son appart à Paris. L'autre, elle est en école de commerce à Lyon. Et puis, j'ai acheté 2 appartements à Lyon, loi Marlot ou loi Pinel, je ne sais plus quoi, qui me coûtent de l'argent tous les mois. Et puis, j'ai de la famille au pays qui vit dans la misère, donc je leur envoie un peu d'argent tous les mois. Donc, il me dit, moi, tout bout à bout, si je suis à moins de 10 000 euros par mois, je ne peux pas vivre. Ah, c'est ouf ça. Hein. Mais je pense que... Et si tu veux, moi, quand il m'explique ça, un vrai je sujet. me dis, putain, mais comment... qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment en termes de raisonnement pour ne pas devenir prisonnier de son travail? C'est-à-dire que probablement qu'il y a une part de lui qui s'est dit, je vais faire des études pour avoir plus de liberté parce qu'un meilleur confort de vie. Et en fait, il a un confort de vie qui n'est pas incroyable. Et en tout cas, qui est moins bon que d'autres exemples que j'ai en tête. J'ai l'exemple d'un membre de ma famille qui est fonctionnaire dans le pétrole, qui fait l'entretien de pipeline. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui achemine le pétrole jusqu'aux aéroports, tout ça. Il fait 35 heures par semaine. Il a 10 semaines de congés payés par an. Il gagne 2500, 3000 euros net par mois. Et le mec, il est super heureux. C'est-à-dire que le mec, il fait des heures sup, il demande des congés en plus, il ne se les fait même pas payer. Parce qu'il a rénové une maison où il a mis de la laine de verre de partout et tout. Ça lui coûte rien. Ça lui coûte rien. Et son kiff, c'est de faire du sport. À Bâle, il fait 25 heures de sport par semaine. Et il a 10 semaines de congé où il loue un petit appart à la montagne, un truc qui ne coûte pas trop cher, mais il va 10 semaines par an à la montagne. Et lui, qui gagne 4 fois moins que le pédiatre dont je vous ai donné l'exemple précédemment, il a un largement meilleur confort de vie que le mec qui gagne 4 fois plus. Et le point commun de tous ces exemples, en fait, c'est qu'en gros, aujourd'hui, tu sais, en France, à l'école, on ne t'apprend pas l'éducation financière. En fait. Ouais. C'est qu'en fait, tu as beau être quelqu'un d'intelligent et tu es un king dans ton domaine, là, on parle quand même, tu vois, de chirurgien, dentiste, etc. C'est qu'en fait, si tu n'as pas été éduqué financièrement, en fait, tu peux te mettre mal, mais même avec des salaires qui sont, bien sûr, entre guillemets, mirobolants, quoi. Ouais, t'en as plein. Mot de la fin, si on avait un mot de la fin pour cet épisode, en sachant que le but du jeu, c'est d'en refaire ensemble. Donc, évidemment, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre dans vos commentaires si vous avez des questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde. On y répondra avec plaisir. En guise de conclusion, est-ce que vous auriez, sur les 3-4 dernières semaines, un truc incroyable qui vous est arrivé dans l'immobilier où vous dites, putain, ce truc-là, il faut que j'en parle parce que soit la situation est ultra loufoque, soit parce que c'est une dinguerie monumentale en termes de galère ou je ne sais quoi. Est-ce que vous auriez un truc? On est du coup sur un immeuble de rapport là, en ce moment sur Châlons. Ok. C'était une sorte de... On s'est dit, on peut peut-être le faire en marchand de biens, tu vois. Et en gros, l'immeuble, il a déjà été fait par un marchand. Et ce marchand-là, grosso modo, on va dire, il est semi-amateur. Il a pas mal d'agences immobilières sur Dijon et Beaune. D'accord. Et en gros, il me dit, je veux bien te revendre l'immeuble, mais il faut aller vite, etc. Parce que j'ai un autre projet derrière. Et en fait, du coup, il nous donne à peu près 48 heures pour auditer le projet. C'était à peu près ça. Ouais. Donc en gros, tu visites et il dit, vous avez 48 heures pour me faire une offre. En gros, vous me faites une offre. Non, on s'était mis d'accord pendant vite. Grosso modo, on se met d'accord sur le prix. Il me dit, on a 48 heures pour signer le compromis. Sachant qu'il a eu des agences IBO, donc c'est un compromis agence. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, il était parti en mode vente à la découpe. Et du coup, il avait déjà quelqu'un sur un appart, donc il a dit, si lui je le lâche, il faut montrer que... Ouais, que vous voulez y aller, quoi. Parce que vous achetez tout. C'est ça, on achetait l'immeuble. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il a déjà commencé à faire des travaux au rez-de-chaussée. D'accord. Il a déjà, entre guillemets, réaménagé une partie du local commercial qui était la réserve en appartement. Mais les travaux de l'appartement sont quasiment finis. Tu vois. Il est en train de poser la cuisine, il est en train de poser le ressort de la salle de bain. Et en gros, on visite. Donc là, on a 48 heures, donc tu vois, tu mènes pas mal d'investigations. Et là, on se rend pas très vite compte, mais très rapidement compte quand même, que le gars, il a créé un appartement et en fait, il est en zone inondable. Et on est du coup sur Chalon-sur-Saône. Et en vrai... T'es proche de la Saône, mais c'est pas flagrant. Tu vois, genre, j'aurais visité, je me serais pas dit forcément. T'aurais peut-être pas pensé. C'est ça. Et en c'est gros, quoi qui t'a mis la puce à l'oreille?
On en a discuté avec Charles, tu vois, l'intérêt de l'association, et c'est Charles qui me dit mais attends, fais gaffe, vérifie comme la zone inondable parce qu'il a eu un sujet il y a pas très longtemps là-dessus, tu vois. Okay. Donc il avait ce petit warning en tête. Et là en effet, du coup, je mets le doigt dessus et en fait t'es en zone inondable et grosso modo l'appartement qu'il est en train de créer, en fait il a fait l'inverse. En fait, il a fait d'abord la partie travaux avant de faire l'administratif et en fait il a pas le droit. Donc il va se retrouver avec un immeuble qu'il a acheté, je pense à un bon prix, mais qu'il a acheté quand même trop cher parce que du coup il y aura 2 appartements qu'il voulait faire qui ne pourront pas être des appartements. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu what the fuck parce que le gars, il a un parcours, je pense, il a 20 ans, 30 ans d'expérience dans l'IMO. Mais ça, et il en est fait, passé à côté. Il est passé à côté, il s'est fait piéger. Donc, du coup, quand même, moralité, tu vois, on en parlera dans d'autres vidéos, mais du marchand. Systématique, mais voilà, vraiment essayer de vraiment n'avoir aucune incertitude et voir le maximum de choses. Et là, pour le coup, le gars, c'était son métier, quoi. Puis je pense qu'il ne me l'a pas caché parce que quand je lui ai dit, mais là, vous êtes en zone inondable, au début, il m'a dit, arrêtez, c'est pas négociable. Je lui ai dit, non, mais vous êtes en zone inondable. Et il m'a dit, il m'a dit, sincèrement, il m'a dit, j'avais pas vu. Vraiment, il m'a dit, j'avais pas vu. Ouais, mais c'est ce que tu disais, les marchands qui disaient, j'achète 100, je vends 200, tac, j'ai gagné 100 000, ça va vite, on fait de l'argent. Mais non, il y a des choses où, en fait, l'opération, elle peut complètement se retourner. Et là, en l'occurrence, le deuxième appartement qu'il n'avait pas encore créé, il va pas le créer, mais ça vaut 0, alors que ça aurait pu avoir une valeur. Et celui qui l'a créé, en gros, soit il ment à quelqu'un, mais en étant professionnel de l'IMO, marchand de biens, en plus avoir des agences, ça serait malvenu. Puis le notaire dans la boucle, etc., ça va être compliqué de mentir, quoi. Mais tout ça, c'était une histoire quand même un peu. Enfin, ça m'a pas marqué parce que, voilà, des comme ça, on en voit souvent, mais quand même, c'est un truc, tu te dis, le gars, c'est pas un peintre et il s'est fait avoir, quoi. Donc attention pour tous les gens qui veulent se lancer dans le marchand. Voilà, c'est pas, ça reste un métier, c'est pas non plus un petit à côté qu'on veut faire comme ça, quoi. Et puis si t'es amateur, tu parles au patron d'agence IMO, marchand de biens, tout ça, qui va dire non mais vous en faites pas, c'est bon. Si tu vas pas plus loin, tu vas te dire que c'est bon, quoi. Parce qu'en plus, c'est un peu vicieux parce qu'on est à la limite, on allait checker sur la carte et en gros, on est à la limite de la zone inondable. Et en fait, quand t'es en zone inondable, il y a une cote NGF, donc nivellement général français, l'altitude de par Péry, rapport à la mer. Ça classiquement. Ah, je connaissais pas le nom de la limite Code du de truc. Péry, je crois. Ok, ouais, peut-être, j'ai pas le nom. Et du coup, en fait, la cote c'est 178 NGF, je crois, 178,15 et en fait, donc c'est là où on voit les bâtiments qui sont surélevés. C'est ça, ouais. Et donc petit tips pour ta communauté, c'est que si vous voulez checker ça, on n'a pas trouvé tout de suite comment le faire. Faut aller sur Google Earth, pas sur Google Street View ou Google Maps. Tu vas sur Google Earth et en fait tu poses ton curseur et ça te donne une cote NGF au niveau de la rue et au niveau du toit des bâtiments. En fait, au niveau de là où tu vois le radar il a tapé, quoi, du satellite. Ouais. Et du coup, dans la cour intérieure, on voit qu'on a 178 pour 178,15. Donc bon, même si c'était une petite marche, c'est 178,19 exactement. Ouais. Mais non, pas pourquoi 19. Il y a un mec qui s'est réveillé un jour en France, il a fait ça sera 19. Ouais, c'est ça. 160, ouais. Et en vrai, et là, tu vois, j'ai un autre cas, un immeuble que je suis en train de visiter, j'ai un autre cas, tu vois. Et c'est vendu par agent IMO, etc. Tu vois. Très très méfiant. L'agent IMO était pas au courant. Non, bien sûr que non. Ouais. Et en vrai, très méfiant quand on veut réaménager des rez-de-chaussée, du coup, et qu'on est dans des villes où il y a du coup de l'eau, faire très attention. Et même quand il y a des villes où il n'y a pas forcément un fleuve ou une rivière, attention peut-être remonter les nappes phréatiques parce que c'est peut-être un vrai sujet, ça. Ouais, carrément. C'était la petite histoire de la semaine, enfin c'était il y a 2 semaines, quoi. Trop cool, merci beaucoup pour la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre toutes vos questions dans les commentaires, hein, comme ça nous fera aussi du grain à moudre pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un like, ça nourrit l'algorithme, ça fait savoir que c'est un podcast de bonne qualité. Merci à vous les gars. Merci à puis toi. je pense qu'on va pouvoir basculer à l'apéro, étant donné le ventre qui gargouille. Allez, c'est parti. Ciao. Ciao.